Donc, l'idée ce soir, c'est de vous parler des syndromes myélodysplasiques. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai essayé de faire un cours un peu didactique, un peu de syndrome myélodysplasique et des syndromes myélodysplasiques en pratique, et puis un peu des traitements aussi. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez m'interrompre et qu'on puisse discuter ensemble. Alors, déjà, je vais essayer d'arriver à passer les diapos. Alors, on va faire comme ça. Déjà, un petit résumé pour vous remettre dans le contexte de ce que sont les syndromes myélodysplasiques. Les syndromes myélodysplasiques, c'est des maladies du patient âgé. La médiane d'âge, c'est 65-70 ans. C'est des maladies qui sont des maladies clonales de la cellule souche hématopoïétique. Donc, on est dans le cancer, puisqu'on est dans le clone. Et il y a une prédominance chez les hommes. Il y a plus souvent d'hommes atteints que de femmes. L'incidence annuelle, ça reste une maladie rare, mais pas si rare. C'est 4 cas pour 100 000 habitants. La plupart du temps, il n'y a pas de cause au syndrome myélodysplasique. On ne sait pas d'où ça vient. On sait que c'est associé au vieillissement de la moelle osseuse. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais la plupart du temps, en plus de 80% des cas, on n'a pas de cause identifiée. Il y a des causes, en tout cas des facteurs favorisant la survenue de syndrome myélodysplasique, qui sont de deux types. Ça peut être des expositions environnementales qui peuvent être, en fait, le plus souvent environnementales, mais en fait, c'est des patients qui ont été exposés parce qu'ils ont déjà reçu de la chimiothérapie ou de la radiothérapie pour d'autres cancers. Ou alors certains événements environnementaux rares comme l'exposition au benzène. Il y a aussi certains agents chimiques, c'est peut-être certains pesticides, mais c'est quand même assez rare sur le plan professionnel, mais ça existe. Et la deuxième cause, au-delà des expositions, c'est les prédispositions génétiques qui sont rares, mais quand même, notamment récemment, des DX41, qui est un gène de prédisposition au fait de faire un syndrome myélodysplasique, même âgé à l'âge habituel des syndromes myélodysplasiques. Donc, en dehors de ces expositions environnementales, de ces prédispositions génétiques, on n'a pas d'autres causes en dehors du vieillissement au syndrome myélodysplasique. Quand on prend la globalité des syndromes myélodysplasiques, il y a à peu près un tiers qui évolue en leucémie aiguë myéloblastique. Et vous allez voir, c'est toute la difficulté de cette maladie hétérogène. C'est qu'on peut être dans des syndromes myélodysplasiques ou uniquement des cytopénies, ou on peut être dans de la maladie beaucoup plus agressive, avec des espérances de vie beaucoup plus courtes, et avec une progression rapide en LAM. Donc, je vais vous parler également au cours de ce topo un petit peu de la physiopathologie, comment un SMD ça survient, pourquoi ça survient. Et il y a un procédé multi-étapes qui… il y a quelqu'un qui ne m'entend pas. Asma, tu ne m'entends pas, c'est ça les autres qui sont connectés m'entendent ou pas? Parce que on vous entend très bien et Asma me dit je ne vous entends pas. Ah, les autres entendent. Bon, a priori, Asma, je ne sais pas si tu as un souci avec ton micro, mais les autres ont l'air d'entendre. Je continue. Donc, ce procédé multi-étapes qui implique à la fois des anomalies chromosomiques, géniques, mais également des modifications épigénétiques avec l'hyperméthylation de l'ADN qui du coup revient de l'ADN tumoral. Je vais voir si je ferme mon chat. Je vais passer les diapos suivantes. Alors, là, je vous ai mis un petit peu la classification OMS au fur et à mesure du temps pour vous dire que vous pouvez, si vous voulez, regarder la classification OMS, mais en vrai, elle a beaucoup évolué, elle évolue probablement toujours. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être de ce côté-là. Alors, je vais bouger un peu. Voilà. Donc la dernière classification, c'est 2016, et vous voyez que ça a pas mal évolué. En fait, cette classification OMS, c'est une classification assez descriptive, assez cytologique. C'est un peu comme dans les leucémies aiguës myéloblastiques, elle a M1, elle a M2, elle a M3, etc. Il y en a qui sont associés à des anomalies oncogénétiques, mais c'est essentiellement basé sur la cytologie. C'est un peu pour avoir un langage commun pour décrire les anomalies. Et aussi lié à l'histoire avant qu'on ait la biologie moléculaire et même la cytogénétique, où en fait, globalement, on sépare les syndromes myélodysplasiques entre ceux qui ont des excès de blast et ceux qui n'en ont pas. Parmi ceux qui n'ont pas d'excès de blast dans la moelle, il y a, en fait, S c'est pour single lineage et M pour multi-lineage. Donc, en fait, il y a des myélodysplasiques qui ont une atteinte d'une seule lignée, érythroïde, mégakaryocytaire ou crâniocytaire. Ceux qui ont atteinte de toutes les lignées, dans la moelle, encore une fois. Des MDS avec la délétion du bras long du chromosome 5, je vous en reparlerai, c'est une entité particulière. Ça, c'est pour ring sidéroblaste, c'est les anciennes ARSI, donc avec sidéroblaste en couronne. Et toutes ces entités-là, elles sont sans excès de blast. Et après, il y a celles avec excès de blast qui sont EB1 ou EB2. Et en fait, ça, c'est en fonction du nombre de blasts dans la moelle. Donc, EB1, 5 à 10% et EB2, 10 à 20%.
Au-delà de 20%, on parle de leucémie aiguë myéloblastique. Ces deux catégories sont pour ceux qui ne sont pas classifiés et qui sont thérapie related, liés au traitement. Juste une petite question. Oui. Du coup, on peut. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, MDS, MLD, ça peut après basculer avec excès de blast. Tout à fait. Parce que pour aller jusqu'à la leucémie aiguë, c'est toujours un continuum. Oui, c'est ça. Alors, pas forcément. Je vais te montrer après. Tu as des myélodysplasies qui vont rester de faible risque toute leur vie. Tu en as qui sont d'emblée avec excès de blast. Et tu en as qui sont d'emblée, en fait, quasiment des leucémies aiguës myéloblastiques. Tu en as même qui sont frontières avec l'aplasie médulaire. En fait, le syndrome myélodysplasique, c'est une entité en soi, mais c'est hétérogène. Et à chaque bout, ça touche un peu d'autres catégories d'hématologie. Tu as un bout où ça va toucher, je vous en parlais un peu, du patient qui est carrément pas malade, avec l'hématopoïèse clonale liée à l'âge. On en parlait, quand on vieillit, on a une hématopoïèse clonale, on a des clones dans la moelle qui ne sont pas forcément associés à une maladie. Ça touche d'un côté l'aplasie médulaire, avec des patients qui peuvent être très hypoplasiques, donc avoir des cytopénies très importantes sans vraiment de la dysplasie dans la moelle. Donc là, on va être plus du côté aplasie médulaire. Tu as des patients qui vont être frontières avec les syndromes myéloprolifératifs, comme la leucémie myélomonocytaire chronique, qui avant faisait partie d'ailleurs de cette classification. Maintenant, on n'en fait plus partie, elle est dans les syndromes myéloprolifératifs, mais en fait, c'est une entité qui est entre les deux. Et puis, tu as ceux qui vont toucher un petit peu les leucémies aiguës avec proche en fait, d'excès de blast. Donc, en fait, au sein des syndromes myélodysplasiques, il y a vraiment une hétérogénéité. Il y en a qui ont tendance à presque aller vers d'autres syndromes, en fait. Donc, tu as raison, il y a une histoire de continuum, mais pas que, tu as une histoire de tendance. Puis, tu as aussi des SMD qui vont être avec des manifestations d'immunitaires, par exemple, qui vont être frontières avec des maladies auto-immunes. Donc, il y a beaucoup de choses qui, dans le SMD qui peuvent vraiment toucher à d'autres, que vous classez dans d'autres catégories du monde hématologique qui n'en sont pas si loin. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, effectivement, en tout cas, un SMD sans excès de blast, qui soit uniligné, multiligné. Alors, les DEL5Q et les sideroblastes, ils évoluent plus rarement, mais ils peuvent évoluer effectivement vers des formes avec excès de blast, qui peuvent évoluer vers une forme leucémique. Alors, diapo suivante. Alors, pour vous montrer un petit peu, pour illustrer un peu ce que je viens de vous dire, là, le RS, single lineage, DEL5Q, tout ça, j'ai mis quelques anomalies de cytologie, hein, puisque pour faire un diagnostic de syndrome myélodysplasique, ça reste le myélogramme qui permet de faire ce diagnostic. Donc, vous avez, là, ici, c'est les diapos que m'a donné Stéphanie Matisse, qui est cytologiste à l'hôpital Saint-Louis. Il y a les anomalies des mégacariocytes, donc qui sont les cellules qui vont donner les plaquettes. Donc, il peut y avoir des anomalies de taille. Donc, les mégas, ils sont plutôt, en général, là, c'est un méga normal. Vous voyez, c'est une grande cellule avec un noyau qui a plein de lobes, un polylobé. Comparé à toutes les cellules, là, ici, tout ce qui est rouge et puis en coloré, là, en violet, qui sont les cellules granuleuses et érythroïdes, on voit bien que c'est une énorme cellule. Donc là, c'est un caryo normal. Donc, quand il y a la dysmégacariopoïèse, par exemple, celui-là, on voit, c'est un micro-mégacariocyte. Il est tout petit par rapport à ce qu'on voit là quand on voit aux autres cellules. Et il peut y avoir aussi des micro-mégacardioblastes qui, à la fois, sont tout petits et en plus, ont ici un noyau qui est de petite taille avec une chromatine qui est lâche, qui est beaucoup moins dense que ce qu'on voit là. Et donc, ça fait évoquer aussi un caractère pathogénique. Donc, après, il y a des mégacariocytes hypolobés, bilobés. Vous voyez, là, il y a un seul lobe, alors que là, il y avait plein de petits lobes. Ensuite, il y en a qui peuvent être avec plusieurs noyaux ou des noyaux séparés. Et puis, il y a cette entité 5Q- dont je vous reparlerai plus tard, qui est ici avec en fait, un méga qui a un noyau avec un seul lobe et qui est complètement excentré par rapport au reste de la cellule. Donc ça, c'est pour les anomalies mégacariocytaires. Il y a les anomalies des granuleux. Donc ça, c'est la granulopoïèse normale, avec l'évolution de la pyramide de différenciation, avec le myéloblaste, le promyélocyte avec tous ses grains, le myélocyte, le métamyélocyte avec le noyau qui commence un petit peu à se former, et puis enfin le PN qui est mature, et donc là qui est au niveau du sang, avec un noyau polylobé, une chromatine qui est bien dense, qui est bien mature, et des granulations qui sont cytoplasmiques azurophiles, plutôt claires. Donc il peut y avoir des anomalies nucléaires dans les PN et dans la granulopoïèse, avec pareil, hypolobé ou monolobé, des condensations anormales de la chromatine, vous voyez là, qui sont complètement motées, complètement tassées. Il peut y avoir une dégranulation, donc là, ça c'était au niveau du noyau. Et puis il peut y avoir aussi deux noyaux, c'est embêtant ça.
Il va y avoir aussi 2 noyaux ou un PN qui est géant, vous voyez là par rapport aux autres, là c'est des globules rouges, vous voyez c'est énorme par rapport à un PN normal, par rapport à un globule rouge là, qui est hyper segmenté, plein de segments. Et puis après, vous avez toutes les anomalies du cytoplasme des granuleux, avec des dégranulations, donc on perd les grains. Il peut y avoir les corps de Deuil, qui sont des petits trucs comme ça, une basophilie. Après, je vous passe tous les détails de cytologie. Il y a les pseudo-phylaques, il y a les vacuoles. Là, ici, vous avez un petit corps d'Auer, qui est plutôt en faveur en général de leucémie. Et ici, plutôt une hypergranularité. Donc voilà, c'est pour montrer le type d'anomalie qu'on peut observer. Et après, il y a les anomalies de la dysérythropoïèse. Et c'est important parce que parfois, vous aurez des rendus en cytologie où le cytologiste va dire un peu de dysmyélopoïèse, mais pas suffisant pour porter le diagnostic de syndrome myélodysplasique, par exemple. Donc, il va y avoir un peu d'anomalie parce que, par exemple, quand on vieillit, quand un moelle vieillit, il peut y avoir un peu de dysmyélopoïèse. Quand on a des médicaments, il y a des médicaments qui peuvent donner ça. Par exemple, les trithérapies pour le VIH, ça donne ça. Donc, il faut un pourcentage de dysmyélopoïèse par lignée pour définir le syndrome myélodysplasique. Ce n'est pas forcément quantifié exactement dans le détail des comptes rendus des cytologistes, mais c'est vraiment un pourcentage normalement signifiant pour pouvoir le dire. Après, les cytologistes vont dire qu'il y a certaines anomalies. Quand on voit un microméga ou des mégas très lobés de façon anormale, ça leur suffit à dire ça, on ne voit que ça dans les syndromes myélodysplasiques. Mais globalement, normalement, il y a un pourcentage par lignée. Ça, c'est pour la lignée érythropoïétique. Donc là, vous voyez le pro-érythroblaste qui va aller jusqu'aux érythroplastes acidophiles et puis après, qui vont donner les érythros, et puis les réticulocytes et les globules rouges. Et donc là, vous voyez le pro-érythroblaste normal qui est tout grand, tout beau, avec son noyau tout seul. Et là, vous voyez les anomalies de dysérythropoïèse avec pareil, plein de noyaux, des débris nucléaires. Enfin voilà, on voit vraiment qu'ils ne sont pas du tout la même tête que ceux qui sont censés être ceux qui sont au-dessus. Et puis également des anomalies cytoplasmiques avec soit des ponctuations basophiles, soit un cytoplasme qui va être diffeuilleté. Il peut y avoir aussi, ça je vous en reparlerai, dans les entités avec sidéroblastes en couronne. Les sidéroblastes, c'est du fer, là, c'est ce qu'on voit là autour, qui font une petite couronne de fer autour des noyaux. Et puis après, il y a des anomalies de taille. Donc à chaque fois, de toute façon, en cytologie, c'est toujours la même chose. C'est la taille, la granulation, le cytoplasme, le noyau, la chromatine, est-ce qu'elle est dense, est-ce qu'elle n'est pas dense, etc. Donc ça, quand vous passerez dans les labos de cyto, c'est justement le genre de choses que vous verrez. À force d'en voir, on arrive comme ça à l'œil à voir aussi ce qui est normal ou pas. Voilà, donc ça c'était le petit passage cytologie pour vous illustrer parce que c'est quand même comme ça qu'on fait le diagnostic et vous n'en voyez pas souvent, je trouve. Et je trouvais que les images que m'avait passées Stéphanie étaient pas mal. Un petit peu pour vous expliquer la physiopathologie du syndrome myélodysplasique. On a vu que c'était une maladie hétérogène, mais il y a quand même des choses communes. Et on sait que dans le développement du syndrome myélodysplasique, il y a globalement 2 parties. Une partie qu'on connaît bien, qui est la partie intrinsèque, qui est l'anomalie des cellules elles-mêmes qui sont malades, avec les mutations, le karyotype anormal, et puis les anomalies épigénétiques avec l'hyperméthylation de l'ADN et de l'ARN. Et puis, il y a quand même une part extrinsèque qui est liée à l'environnement dans lequel sont ces cellules, et qu'on sait chez les patients qui ont des syndromes myélodysplasiques qui est malade également, et qui est à l'origine de modifications micro-environnementales et de dérégulation immunitaire qui participent à la progression d'un syndrome myélodysplasique, à la survenue d'un syndrome myélodysplasique. Et donc, tout ça, toutes ces anomalies des cellules et de son environnement sont à l'origine, en fait, d'une apoptose des progéniteurs, d'un défaut de différenciation et d'une expansion clonale. En fait, myélodysplasie, ça veut dire déformé, ça veut dire mal formé. C'est l'hématopoïèse en elle-même qui comprend des malformations. Et comme ces progéniteurs ils sont déformés, ils meurent avant d'arriver dans le sang. Donc, il y a une apoptose des progéniteurs dans la moelle et qui ne se différencient pas comme il faut, qui ont vraiment cette dysplasie. Ça peut être associé à l'expansion clonale. Et donc, c'est tout le continuum dont on parlait entre, au niveau de la cellule souche hématopoïétique, qui est dans une moelle avec des cellules mésenchymateuses, je vais vous parler un peu de la niche, qui a des anomalies clonales, qui va évoluer vers un syndrome myélodysplasique et qui elle-même va évoluer en donnant des cytopénies par apoptose des progéniteurs et quand on sélectionne un clone qui peut évoluer vers une leucémie myéloblastique. OK ? Donc, on va commencer par parler un tout petit peu de l'extrinsèque. Je ne vais pas vous en parler trop, mais je vais vous en parler un peu parce qu'on vous en parle en général pas beaucoup. Donc, il faut savoir que les cellules souches hématopoïétiques, l'hématopoïèse, ça se fait dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, elle a une niche qui s'appelle la niche hématopoïétique. Et cette niche, elle est constituée
plusieurs types de cellules qui vont toutes influencer l'hématopoïèse. Au niveau de renouvellement, au niveau de la migration, le fait que les cellules se décrochent de la niche pour circuler, au niveau de la prolifération et de la différenciation. Tous ces événements qui sont importants à l'hématopoïèse et qui font la fabrication des cellules du sang sont influencés au niveau de la niche hématopoïétique. Et dans cette niche hématopoïétique, vous voyez qu'en fait, il y a plein de cellules. Il y a des cellules osseuses, les ostéoblastes, il y a aussi des cellules endothéliales, les vasculaires, et puis il y a les cellules stromales mésenchymateuses. Et toute cette niche, elle baigne dans plein de facteurs qui peuvent être des facteurs de croissance, des chymokines, des molécules d'adhésion et des protéines de la matrice extracellulaire. Et tout ça, c'est important dans le développement de l'hématopoïèse. Est-ce que les cellules, elles sont accrochées à la niche ou pas? Est-ce qu'elles reçoivent des facteurs de croissance ou pas? Est-ce qu'elles ont des modifications des chymokines? Tout ça, ça joue dans le développement. Et vous voyez qu'il y a aussi l'oxygène qui n'est pas le même dans la moelle, en hypoxie dans la moelle, par rapport à quand ça circule ou par rapport à quand c'est à l'extérieur. Et puis, il y a le taux de calcium également. Tout ça, ça va jouer dans l'hématopoïèse. Donc, c'est des choses qui sont importantes parce qu'on sait qu'il y a certaines choses qui sont dérégulées dans les syndromes myélodysplasiques, mais aussi parce que ça peut être des cibles thérapeutiques. Il y a des médicaments qui vont venir cibler ces cellules ou ces sécrétions au niveau de la niche. Donc, une niche inflammatoire, par exemple, on le sait, c'est associé aux myélodysplasies. On a pu regarder qu'il y avait une sécrétion accrue de TNF-alpha, d'interféron gamma et également des TLR à la surface des cellules souches hématopoïétiques. Et quand il y a une inflammation, il y a une régulation négative de l'autorenouvellement des cellules souches hématopoïétiques et de la différenciation. Donc ça a été montré. De la même manière, ça c'était un peu une preuve de concept. Quand on veut faire des xénogreffes dans des souris, c'est souvent, par exemple, dans la leucémie aiguë, on le fait assez facilement. Pour avoir des cellules un peu à l'infini pour travailler dans les labos, mon modèle, c'est de prendre une moelle de patient et de la greffer à une souris qui est irradiée pour fabriquer une leucémie dans la souris à partir des cellules humaines. Et puis après, cette souris, une fois qu'elle est morte, on retransplante, et puis on a un ranking de cellules comme ça. Donc ça, c'est une xénogreffe, un modèle de leucémie en xénogreffe. Et pour les syndromes myélodysplasiques, on a beaucoup de mal à faire des modèles de xéno. Parce qu'on a longtemps cru, et peut-être même c'est vrai quand même, qu'on n'y arrivait pas parce qu'on n'avait pas assez de cellules. Quand on prend une leucémie qui a 90% de base dans la moelle, c'est plus facile d'avoir des blastes, ça greffe bien et on en a facilement. Et dans les syndromes myélodysplasiques, on n'y arrive pas bien à faire des xénos. On se dit, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de cellules blastiques, pas assez de cellules malades. Mais en fait, une Mediouf qui a beaucoup travaillé sur ce sujet a montré que quand on prend des cellules CD34+, donc immatures, des cellules médulaires, de patients qui ont des syndromes myélodysplasiques et qu'on prend aussi les cellules souches mésenchymateuses et qu'on les greffe aux souris, en fait, la greffe prend mieux. Donc, ça prouve que les cellules hématopoïétiques, elles ont besoin de leur environnement pour évoluer, pour progresser. C'est un des arguments directs pour dire que la niche joue un rôle dans la myélodysplasie. De la même manière, on sait que l'apoptose qui a lieu des progéniteurs dans la moelle dans le cadre du syndrome myélodysplasique et qui fait qu'on a des cytopénies, elle est associée à un signal BCL2 pro-apoptotique et que quand on compare des moelles de patients qui sont normaux ou des moelles de patients qui ont des syndromes myélodysplasiques, il y a ce signal qui est beaucoup plus détecté et surtout il est modifié au cours de l'évolution vers une forme plastique au profit de la prolifération. C'est-à-dire qu'il est présent, il fait mourir les cellules et quand ça progresse vers une leucémie, on voit que ce signal au contraire il diminue. Donc, la niche joue aussi un rôle dans la progression du syndrome myélodysplasique en faible risque, en haut risque et après vers la leucémie. OK? Donc, ça, c'était pour la niche. Vous voyez, je ne suis pas passé trop de temps, c'était juste pour vous montrer qu'il y a toute une partie de la science, de la littérature qui a cet aspect-là dans les syndromes myélodysplasiques. C'est un peu l'originalité quand on compare par rapport à la leucémie aiguë. On en parle aussi, mais beaucoup moins. Voilà. Ensuite, je vais me concentrer plus sur les anomalies intrinsèques. Donc là, on est vraiment dans les anomalies des cellules qui sont myélodysplasiques, des cellules hématopoïétiques. Alors, si on fait un récapitulatif de toutes les anomalies oncogénétiques qu'il y a dans les myélodysplasies, on en a beaucoup. Il y a des anomalies qui sont des anomalies du karyotype, par exemple, la DEL7Q, plus 8, je vais vous montrer après des exemples. Et puis, il y a les anomalies mutationnelles. Donc, les anomalies cytogénétiques, elles sont détectées en cytogénétique, donc un karyotype. Donc, on met en culture les cellules de la moelle. On arrête la culture au moment où les cellules se divisent, au moment où il y a des mitoses. On regarde les mitoses, on compte les chromosomes, on regarde s'il y a des bouts en plus ou en moins. Donc, la cytologie, je vous l'ai montré. La cytogénétique, je vais vous la montrer. Et puis, après, il y a les mutations qu'on détecte par des techniques de séquençage. OK ?
Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Et là, en mélangeant les syndromes myelodysplésiques de haut risque et de faible risque, on voit que voilà, les plus fréquents, XL1 pour les mutations, la DEL5Q arrive assez vite. Les karyotypes complexes, c'est quand même assez fréquent. Et puis, on voit que les mutations dont vous entendez peut-être parler, qui sont sur les panels, mais qui sont bien plus rares. Par exemple, les mutations KRAS ou les mutations du signal, c'est beaucoup plus rare, c'est plus associé aux leucémies. Voilà, il y a DEL20Q qui est très fréquente aussi dans les SMD. Et vous voyez ici sur ce camembert, si on prend tous les anomalies moléculaires en les classant par famille, je vais vous en parler après, et les anomalies cytogénétiques, ceux qui n'ont aucune anomalie, c'est quand même très rare. C'est ceux qui, souvent, sont plus près, justement, je vous disais, des aplasies médulaires, qui sont un peu frontières avec l'aplasie médulaire. Ils n'ont aucune mutation en biologie moléculaire, ils sont très cytopéniques, mais ça fait partie d'ailleurs des arguments pour les classer parfois en aplasie médulaire, le fait de ne pas avoir de mutation. Donc, pour vous montrer les exemples d'anomalies cytogénétiques, je vous ai mis aussi quelques images de karyotypes qui m'ont été données par Julia Tuller, qui était à HU au labo d'hémato à Saint-Louis et qui maintenant est à Avicenne. On va parler de ça. Donc là, vous avez un karyotype normal. Et là, vous avez des anomalies qui sont fréquemment retrouvées dans les syndromes myélodysplasiques. Donc moi, je ne suis pas cytogénéticienne. Donc par exemple, l'inversion du chromosome 3, pour moi, ça ne va pas être complètement flagrant. Mais, croyez-moi sur parole, c'est une inversion du chromosome 3. Donc ce que je sais, c'est quand c'est une inversion, c'est vraiment une inversion du sens des chromatides. Mais après, là, pour moi, ce n'est pas vraiment fou. La trisomie 8, par contre, c'est facile. Donc, en plus, la DEL5Q, on la voit bien, au bout en moins du bras long du chromosome 5. Le 17P, alors là, on ne voit pas très bien, mais quand même, on imagine que là, il monte un petit bout du 17 en haut. La DEL7Q, je vais poser ça, là, on la voit bien. Et puis la DEL20Q aussi, on la voit pas mal là. Donc voilà, donc en fait, c'est ça que nous rendent les cytologistes. Hein. Autrefois, c'était fait imprimer, et puis on découpait, on jouait au jeu de la paire, on comparait. Maintenant, c'est des machines qui font ça, mais c'est quand même fait par des techniciens qui vont aller découper les chromosomes, et puis après par des biologistes qui vont analyser tout ça pour nous rendre les karyotypes. Voilà. Cliquer sur le petit trait pour... Ouais, tu as raison. Voilà, donc là, par exemple, on a un karyotype monosomal complexe, où il y a plein d'anomalies. Donc, on voit la DEL5Q, on voit la monosomie 7, on voit un gros bout de perte du 10, on voit qu'il y a quelque chose qui est venu se coller sur le 21, il y a un bout de 19, un autre qui est venu se coller aussi, ici, il y a une monosomie 16. Enfin, voilà, on voit qu'il y a plusieurs anomalies sur ce karyotype. Et un autre examen qui est fait souvent en complément quand on recherche un syndrome myélodysplasique par un cytogénéticien, c'est l'analyse par fiche, par fluorescence in situ. En fait, c'est des sondes qui sont associées à un fluorochrome qui vont aller cibler une zone particulière sur un bout de chromosome et qu'on va regarder après pour voir si jamais on retrouve un nombre de signaux normal. Donc là, par exemple, il y a deux sondes, une verte et une orange qui sont mises sur ces endroits-là du chromosome 7 au niveau du bras court et du bras long. Vous voyez, là, on voit bien les deux sondes, les deux chromosomes. Et puis, on voit là qu'on ne voit qu'un seul signal, on a perdu l'autre. Donc là, comme c'est la sonde qui était nucléaire, qui est délétée, ça veut dire qu'il manque tout un chromosome 7. OK ? Si jamais c'était juste une DL7Q, il y aurait eu quoi ? Ouais, il y aurait eu juste la sonde là qui est péricentromérique, qui est ici, et puis, alors, sauf si la DL7Q perd ça aussi, mais là, comme on voit que c'est une sonde qui contient vraiment le centromère, on aurait eu juste une sonde rouge et puis pas de sonde verte. Ça aurait pu faire la différence entre la DL7 et la DL7Q. Alors, à quoi ça sert? C'est quand même plus sensible. Et donc, on peut voir parfois en karyotype, quand on a une mitose de pas très bonne qualité, on peut ne pas avoir les anomalies. Et donc, la fiche vient chercher quand même parfois de retrouver des anomalies pour reclasser après les anomalies. Donc, souvent, ils font sur le 7, ils font sur le 5, ils peuvent être amenés à faire sur le 8. Voilà. Donc, voilà, ça, c'était pour la partie karyotype. OK ? Et maintenant, je vais vous parler un peu des mutations, parce qu'effectivement, on les cherche maintenant au diagnostic de syndrome myélodysplasique, et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Là, c'est pour vous reparler ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'hématopoïèse clonale et l'âge. Donc, quand on regarde, donc là, je vous parle de chercher des mutations ponctuelles dans du matériel hématopoïétique qu'on pratique dans du sang ou de la moelle, le jonc en général.
Si on prend du sang de gens qui ont entre 70 et 79 ans, qui ne sont pas malades, hein, qui sont dans la population générale, il y en a 10% qui vont avoir des mutations. En fait, l'hématopoïèse clonale, ce n'est pas forcément associé à une maladie, c'est un signe de vieillissement. Et on voit que plus on augmente en âge, plus le nombre de mutations présentes chez un pourcentage signifiant de la population est important. Donc, vraiment, le vieillissement est associé à ça. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas évident de faire la part des choses entre ce qui va être vraiment un SMD pathologique et ce qui va être juste une hématopoïèse clonale liée à l'âge qui s'appelle ARC ou CHIP. Pour ARC, c'est pour Age-Related Clonal Hematopoiesis, et CHIP pour Clonal Hematopoiesis, etc. Ça veut dire la même chose. C'est de l'hématopoïèse liée à l'âge. Ça, c'est pour déjà dire que les mutations, ce n'est pas forcément égal à la maladie. Et après, c'est pour parler des classes de mutations qui existent, parce que c'est pas facile, je pense, quand on arrive en hémato, on nous parle de plein de noms, là, SRSF2, SRSF2, machin, on a l'impression un peu de dire plein de chiffres et plein de lettres, et puis on est un peu perdu quand on commence l'hémato. En vrai, on fait genre, on est hyper savant et tout, mais déjà, il faut savoir que les gens qui vous parlent de ça, au début, on en connaissait 3 ou 4, et donc maintenant, c'est plus facile aussi parce qu'on les a connus au fur et à mesure. Et là, maintenant, quand vous arrivez, il y a des panels de 85 gènes qui sont diagnostiques, et donc vous êtes là, U, 2, A, F, je vois bien, hein, c'est pas facile. Donc en vrai, vous allez voir, vous allez vous y habituer à force de les entendre. Et surtout, en fait, ce n'est pas tellement important de connaître exactement les chiffres et les lettres en soi. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça rentre dans différentes classes et qu'elles n'ont pas forcément toutes la même valeur. Il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur, mais à force, vous allez retenir. Il y a celle qui régule l'épissage. Donc, l'épissage, vous voyez ce que c'est. C'est la sélection au niveau après des introns, des exons, après la fabrication de l'ARN messager. Donc, par exemple, ces gènes-là qui sont recherchés, qui sont dépistés sur les NGS, sur les panels, ils sont tous liés à une régulation d'épissage. SF3B1, ZRSR2, SRSF2, U2AF1. En fait, ils codent pour un complexe qui s'appelle le spliceosome. Et ce spliceosome, donc, il est constitué de toutes ces protéines-là. Et quand ce spliceosome n'est pas fonctionnel, vous voyez bien que le nombre de conséquences que ça peut avoir est super varié, en fait, quand même. Hein, puisque c'est l'épissage, ça concerne un peu tous les ARN après qui vont être fabriqués. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement un rôle assez précoce dans l'oncogénèse, dans les SMD et les LAM de ces mutations, parce qu'on sait que c'est des mutations qu'on retrouve pour le coup dans les maladies comme les SMD ou les LAM et pas tellement chez les patients sains. Donc l'hématopoïèse clonale liée à l'âge, clairement, ça ne va pas être des mutations d'épissage. Si on trouve un SF3B1 chez un patient qui est censé ne pas être malade, c'est quand même super suspect. Ce pas des mutations qu'on trouve fréquemment liées à l'âge. Et donc, on pense probablement que c'est un rôle spécialement important dans l'oncogénèse de la dysmyélopoïèse. Par ailleurs, SF3B1, c'est une des mutations qui est retrouvée de façon préférentielle dans les syndromes myélodysplasiques avec sidéroblaste en couronne. Je vous en parlerai après. Du coup, on a une physiopathologie un petit peu pour expliquer ça. Et on sait même aujourd'hui, on considère que c'est presque un surrogate, c'est-à-dire qu'un patient à qui on fait une moelle, qui a un SMD de faible risque et qui on trouve une mutation SF3B1 isolée, ça suffit à le classer en ring sidéroblastique. J'en reparlerai après. Voilà, donc ça, c'était pour les régulations de l'épissage. Ensuite, il y a la méthylation de l'ADN dont vous avez entendu beaucoup parler. Pourquoi vous en avez entendu parler? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'ADN et même l'ARN des patients qui ont des myélodysplasies, mais aussi des leucémies, mais aussi d'autres cancers, est hyperméthylé. Vous voyez ce que ça veut dire ou pas? Ça empêche l'expression. Ouais, c'est ça. Il est silencionné. Voilà, c'est ça, c'est l'épigénétique. Il y a le génome, il y a la partie, tout le génome, il y a la partie codante qui est l'exome. Dans l'exome, il y a après ce qu'on appelle l'épigénétique avec des bouts d'ADN qui sont compactés, qui sont autour des histones, qui sont et qui en fait en fonction sont lus ou pas lus. Et clairement, la méthylation est un des moyens pour que le gène ne soit pas lu quand il est hyperméthylé. C'est une partie qui ne peut pas être lue. Et en fait, on sait que dans le mécanisme oncogénique des myélodysplasies et des leucémies aiguës myéloblastiques, il y a une hyperméthylation sur des gènes suppresseurs de tumeurs.
donc des gènes qui, normalement, participent au contrôle des cellules pour pas qu'elles deviennent tumorales, qui sont hyperméthyles. Et donc, ce n'est pas complètement étonnant de trouver des mutations inactivatrices, donc qui rendent les protéines non fonctionnelles, dans des gènes qui codent pour la méthylation de l'ADN. Qui sont recherchés au diagnostic d'un patient qui a un syndrome myélodysplasique ou une leucémie, il y a TEP2, DNMT3A, mais aussi IDH1 et IDH2 qui peuvent être catégorisés là-dedans. Alors IDH1 et IDH2, ce qui est particulier, c'est que c'est des mutations activatrices qui passent par un mécanisme enzymatique, donc c'est un petit peu différent, mais au final, ils sont aussi associés à de la méthylation de l'ADN. Donc, ce qu'on sait par contre, c'est que les mutations de gènes comme ça, qui codent donc, encore une fois, au final, pour des défauts de méthylation et des protéines non fonctionnelles dans la régulation de la méthylation, elles ont été retrouvées dans des cellules souches hématopoïétiques de patients non malades. Donc ça, l'hématopoïèse liée à l'âge implique clairement, surtout pas tellement IDH1, IDH2, mais TET2 et DNMT3A, clairement. Ce sont des mutations qui, typiquement, sont retrouvées chez les patients âgés qui ne sont pas malades. Okay. Par contre, on sait que c'est à l'origine d'une instabilité génétique. C'est-à-dire l'hématopoïèse clonale liée à l'âge, ce que je vous montrais au début, qu'il y avait des patients sains qui avaient des mutations. On sait quand même que ces patients, ils ont plus de risques à terme quand même de faire une hémopathie que ceux qui n'ont pas d'hématopoïèse clonale. Donc, ce n'est pas complètement anodin non plus. Mais en tout cas, ils peuvent clairement avoir une hématopoïèse clonale sans être malades le jour où on fait l'examen. Ils ont aussi plus de risques cardiovasculaires, mais ça c'est un autre débat. Mais par contre, moins de risques de démence. Bon, l'hématopoïèse clonale reste un grand mystère qui joue sur plein de choses. En tout cas, quand il y a des mutations perte de fonction de TET2, on a une diminution globale du niveau de 5-hydroxyméthylation des cytosines de l'ADN. Et par contre, il y a les mutations gain de fonction IDH1 et IDH2 qui, là, par contre, sont impliquées dans la métabolisation de l'alpha-cétoglutarate et donc qui vont, au final, être à l'origine d'une accumulation de 2HG qui va bloquer la différenciation de la cellule. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la méthylation, c'est une place importante dans les mutations qui sont observées dans les hémopathies myéloïdes, que ça peut être juste lié à l'âge, et que ça peut favoriser l'instabilité génétique et donc favoriser la survenue de SMD ou de LAM. Les modifications de la chromatine. Ça, ce n'est pas spécifique des hémopathies myéloïdes. C'est pareil, ça peut être retrouvé dans des hémopathies sans que ce soit pathologique. Par exemple, BCOR, BCOR-L1, c'est retrouvé dans l'évolution clonale des aplasies médulaires qui ne vont pas évoluer vers un SMD ou une LAM. D'accord? S6L1 un peu plus quand même. En tout cas, elles affectent le complexe polycombe qui, lui, va remodeler et condenser la chromatine. Okay, ça influence aussi l'autorenouvellement des cellules souches hématopoïétiques et la réponse aux dommages de l'ADN. Donc, vous voyez bien, pareil, on est dans l'épigénétique. Hein. On voit bien comment les mutations au sein de ce complexe peuvent être à l'origine des modulations après et d'arriver sur d'autres mutations et conférer une instabilité. Donc là, vous avez AS6L1, ZH2, DOT1L, BCOR, BCOR-L1, aussi MLL, EP300, CREB-BP, KDM6A. Vous avez une petite flopée. Ouais. J'ai une question bête, mais toutes ces mutations-là dont on parle, en fait, elles sont présentes dans le clone uniquement, elles ne sont pas présentes ailleurs. Eh ben, c'est toute la question. Ce que je te disais, c'est que tu peux avoir une hématopoïèse clonale de ta moelle et que il n'est pas forcément. Donc, oui, dans le clone. De toute façon, la définition d'un clone, c'est que tu as plusieurs cellules qui se ressemblent et qui sont engendrées par des cellules mères et qui elles-mêmes sont semblables. C'est ça la définition d'un clone. Oui. Donc, après, on sait que les moelles de patients myélodysplasiques sont polyclonales. Ce n'est pas forcément un clone qui a toutes ces mutations. Par exemple, toutes les mutations de ZH2, ensuite 5 ou 6 pour le ZH2, plus, je ne sais pas, ZF2, plus 3. Ça, c'est une vision un peu linéaire. On parle un petit peu de l'évolution clonale. Mais on sait qu'en tout cas, il y a plusieurs clones au sein d'un syndrome myélodysplasique et d'une hématopoïèse clonale. Qu'est-ce qui fait que la cellule elle-même est malade ou pas? Ça, ce n'est pas évident. À l'échelle unicellulaire, tu peux juste dire si la cellule elle est clonale ou pas. Je ne peux pas dire si en soi, elle confère elle-même la maladie ou pas. Ça, c'est plus le fait, est-ce que c'est un blast, est-ce que ça n'est pas. Mais après, tu peux avoir au sein de populations clonales des cellules qui deviennent vraiment malades. En tout cas, ce n'est pas germinal, a priori, il n'y a pas du tout de. Enfin, on les retrouve pas. Là, je ne parle que des mutations acquises. D'accord. Je ne parle que des choses qui sont survenues avec l'âge ou qui sont survenues
parce qu'il y a eu une exposition justement à des radiations, à des chimios, donc de quelque chose de pathologique et surtout de quelque chose d'acquis. Après, on peut tomber sur des maladies génétiques constitutionnelles dans les myélodysplasies, mais c'est vraiment quelque chose de rare. Je pense que dans votre tête, il ne faut pas que vous pensiez tout de suite. Pour l'instant, c'est vraiment des choses acquises par les cellules avec le temps. Okay, donc, c'est pas, effectivement, c'est que si c'était ta question, oui, a priori, c'est que dans la moelle. Alors, est-ce qu'on a d'autres mutations dans nos autres cellules? La réponse est clairement oui. En fait, on a des mutations dans les endroits qui sont les plus exposés. Donc, vous imaginez quel est le tissu qui est le plus muté? Bah ouais, dans la peau, on a des mutations. Hein. Donc, nous, par exemple, quand on va faire une biopsie de peau pour avoir des matériels constitutionnels, c'est constitutionnel rapport à l'hématopoïèse qui va évoluer différemment. Mais en fait, dans la peau, on a des clones. Et d'ailleurs, le mélanome, c'est un des cancers les plus clonaux qui existent. Il y a plein de mutations dans le mélanome. Donc, ce phénomène, effectivement, c'est un phénomène oncogénique qui est retrouvé dans d'autres cancers. Mais là, on parle d'une évolution de l'hématopoïèse et de la pathologie de l'hématopoïèse. Et donc, ces clones-là, ils ne vont pas être retrouvés dans les autres cellules. Les coïsines. Donc ça, c'est, vous savez, quand il y a votre petit, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre petit schéma de mitose là, que vous avez dû apprendre, à un moment donné, les chromosomes, ils sont tous au milieu là, ils sont tous comme ça, là, tous étirés pour se séparer en deux. Et ben, ce qui fait que les bouts des chromosomes, ils sont collés là, à un moment où ils vont se séparer là, ça s'appelle les coïsines. Et donc, ça fait que c'est la cohésion entre les deux chromatides sœurs. Et donc, si jamais il n'y a pas ça, au moment de la ségrégation chromosomique, en fait, ça permet qu'il y ait tout le copain en face du copain pour que ça fasse pile exactement la même chose dans la division après dans les cellules. Donc, si jamais ça ne marche pas, eh ben, vous voyez bien comment ça peut provoquer des anomalies chromosomiques dans les cellules filles, en fait, après. Donc, ça, c'est très important pour la stabilité, l'intégrité chromosomique et notamment pour les réponses aux dommages de l'ADN. Donc, là-dedans, il y a STAC2, RAD21, SMC1 et SMC3. Encore une fois, ce n'est pas très grave de ne pas retenir le nom, c'est juste qu'à force, ça va vous permettre un petit peu de les classer, de les apprivoiser, et puis surtout de ne plus penser qu'aux chiffres lettres et de vous dire « Ah oui, ben ça j'ai vu ». Je pense que la meilleure chose quand vous voyez des mutations dans vos stages ou quoi, c'est de vous dire « Alors, à quoi ça sert ? Comment je la classe ?» Et à force d'intellectualiser, ça c'est plus facile pour retenir à force aussi les mutations. Voilà. Les facteurs de transcription. Donc ça, les deux que vous allez voir le plus, c'est RUNX1 et GATA2. Donc, il y a aussi CEBP-alpha et ETV6 qui sont des facteurs de transcription. Donc ça, c'est vraiment du régulateur de l'hématopoïèse, de la différenciation. Ça a plein de rôles au niveau de l'amplification. C'est à l'âge, c'est associé à l'âge, RUNX1. Donc on sait que les mutations de RUNX1 sont plutôt dans les syndromes myélodysplasiques, par exemple, induits par certaines expositions ou en tout cas qui sont liées au vieillissement. On trouve très peu de mutations RUNX1, par exemple, dans les LAM du suivi jeune. Et GATA2, lui, il est impliqué dans la régulation de la survie et le renouvellement des cellules souches hématopoïétiques. Donc, pareil, il a un rôle vraiment en tant que facteur de transcription de l'hématopoïèse. Okay. La transduction du signal. Donc là, on est vraiment dans la prolifération. Donc là, on va être dans les mutations de race. Il y a une race, CARAS, c'est le cas aussi d'FLT3, il y a KIT. Et dans ce que vous connaissez aussi, il y a MPL, par exemple, que vous devez connaître. Il y en a d'autres que vous devez connaître un peu moins. C'est SF3R qui est associé au LMC atypique, qui donne comme ça de la prolifération. CBL, NF1, PTPN11. Donc, toutes ces mutations-là, elles sont impliquées vraiment dans la transduction du signal et ça donne un avantage prolifératif à la cellule. Ça implique différentes voies de signalisation. Donc, FLT3, on va être dans les tyrosines kinases. Avec ITD qui active en aval les MAP kinases et la voie JAK-STAT. On a la voie RAS, qui est une autre voie de transcription. Et donc, du coup, quand en fait on inhibe les protéines NRAS et CARAS, ça inactive les RAS GTPase. Et du coup, les effecteurs en aval, RAF, MAP et ERK, vont être activés de façon constitutionnelle, un peu sans contrôle. OK ? Donc ça, c'est associé à la progression tumorale. Quand on a un syndrome myélodysplasique qui est classé de faible risque et qui a une mutation RAS, on sait qu'il ne va pas rester faible risque pendant longtemps. Il va évoluer, il va proliférer. De la même manière, quand on a des mutations RAS dans les LMMC, par exemple, dans les cellules immunitaires chroniques, c'est mauvais pronostic. On sait aussi que les mutations RAS sont associées, dans certains cas, à des mauvaises réponses au traitement. On est vraiment dans de la prolifération. Par exemple, pour FLT3, c'est pareil. Un syndrome myélodysplasique et FLT3-ITD, on sait qu'il va proliférer.
OK. Et celui-là, bah, il n'a pas TP53, parce que rien que dans ses fonctions, la protéine TP53 a déjà tellement de fonctions entre la régulation du cycle cellulaire, l'apoptose, la réparation de l'ADN, la sénescence, l'autophagie, il y a aussi dans la migration cellulaire. Donc, c'est vraiment, P53, c'est vraiment, il a des fonctions hyper variées et il est lui-même régulé par d'autres protéines qui peuvent être cibles de thérapie d'ailleurs, des inhibiteurs d'MDM2 par exemple. Quand même, MDM2, c'est un inhibiteur de P53, inhiber MDM2 peut aider pour P53. Donc, on sait que quand TP53 n'est plus fonctionnel, quand il est muté, c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup d'anomalies, beaucoup d'oncogénèse, et ça, quel que soit le cancer. Là, on n'est plus du tout uniquement dans l'hémato. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire un petit rappel sur toutes ces mutations. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Si, pas. Et du coup, là, on a vu les différents rôles des gènes et tout ça en fonction des protéines, oui. Des protéines. Mais vous avez dit qu'elles n'étaient pas toutes au même plan, mais est-ce qu'en fonction de où elles agissent, laquelle est la plus grave? Est-ce que c'est au niveau de la traduction du signal? Alors, ce n'est pas forcément grave ou pas grave. Tu as vu, c'est associé à des caractéristiques différentes en termes de fonctionnalité. Elles n'ont pas la même fonction, donc elles ne vont pas avoir la même conséquence sur ton hématopoïèse. Il y en a qui vont favoriser le blocage de différenciation, donc les cellules qui vont rester immatures. Il y en a qui vont favoriser la prolifération. Il y en a qui vont favoriser l'instabilité, donc la survenue d'autres événements. Il y en a qui vont favoriser le fait qu'elles ne soient pas accessibles à certaines drogues. Tu vois, elles sont pas toutes. Ce n'est pas tellement grave ou pas grave. Je te parlerai, si tu veux classer en grave ou pas grave, c'est la question qui vient juste après, c'est ça. C'est finalement lesquelles vont être importantes pour le développement de leucémie. Puis en fait, en vrai, on ne sait pas très bien. On commence à avoir des pistes de réponse. On n'est pas complètement savoir quelle est celle, parce qu'il y a aussi l'histoire du clone fondateur, quelle est celle qui est survenue en premier, pour être à l'origine, en fait, après du syndrome myélodysplasique ou de la leucémie. Et puis après, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est important celle qui est venue en premier? Est-ce que quand on fait un traitement, on doit cibler celle qui est venue en dernier, qui est venue progresser vers la leucémie, ou est-ce qu'il vaut mieux traiter celle qui est venue en premier, mais en fait, c'est peut-être juste les LH, et c'est peut-être pas... Ça, c'est des réponses qu'on n'a pas. Donc, on sait juste un peu mieux maintenant comment elles sont fonctionnelles, comment les classer. On ne sait pas lequel fait que ça devient malade ou pas. Pardon. Alors, la progression tumorale. Ça va répondre peut-être à ta question. Ça, c'est la progression entre l'hématopoïèse clonale, le syndrome myélodysplasique et la leucémie. Tu as un modèle linéaire qui est ce qu'on pensait en fait avant. On pensait que la leucémie, c'était une accumulation de mutations. Il y avait les patients sains, qui est l'hématopoïèse clonale avec quelques mutations, que la SMD en avait encore plus et que la LAM en avait encore plus. C'était comme ça que ça marchait et que ça s'est accumulé. Ce n'est pas complètement faux, mais on sait que ce n'est pas complètement vrai. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a cette étude, par exemple, qui a montré que depuis une hématopoïèse clonale, un même patient pouvait faire un SMD et que le jour où il évolue en LAM, il y a certains clones de son SMD qui ne sont plus retrouvés et d'autres clones qui étaient présents au stade d'hématopoïèse clonale qui ont été sélectionnés. Donc ça, c'est un argument pour dire qu'on est sur une progression plutôt branchée et que ce n'est pas aussi simple que juste une accumulation de mutations, mais qu'il y a certains clones qui s'allument et d'autres qui s'éteignent dans le cadre de la progression tumorale. Donc ça, c'est encore plus compliqué que ce qu'on pensait. Et du coup, on s'est posé la question, ce que tu dis, lesquels sont graves, quels sont ceux qui conduisent. Donc, par exemple, la méthylation de l'ADN et l'épissage, surtout la méthylation de l'ADN. Là, tu as le stade non hématologique, le stade SMD avec une progression de la VAF, une progression de l'augmentation du clone. Et là, quand on passe au stade LAM, par exemple, sur les mutations de la méthylation, on voit que ça évolue pas trop le clone. Alors, si on prend ceux du transduction du signal, quasiment toutes, on est sur une énorme progression comme ça. On voit que ce n'est pas les mêmes qui évoluent au cours de la progression en leucémie et que peut-être qu'il y a certains clones qui ont un rôle à un moment donné et qui n'ont plus après dans la progression plus terminale. OK? Ça répond un peu à ta question. Grave ou pas grave.
Donc voilà, j'ai fini avec la bio, les mutations, les trucs un peu compliqués, mais c'était pour essayer de vous écairer un peu sur tout ça. Je ne sais pas si ça a marché, mais parce que je trouve que ce n'est pas évident au début d'appréhender tout ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire que vous allez tout comprendre d'un coup parce que ça prend du temps quand même. Mais quand même, en fait, en classant les choses et tout ça, je pense qu'on peut arriver à mieux comprendre un peu ce paysage qui peut paraître complexe. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie avant qu'on parte au pronostic et thérapeutique? Non, en ligne non plus, je n'ai pas vu il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Ok. Donc, alors maintenant, on va parler du pronostic. On revient un peu à la clinique, aux patients dans le box de consulte. Qu'est-ce qui va définir le pronostic d'un patient qui a un syndrome myélodysplasique? Donc, il y a le score qui s'appelle l'IPSS, pour International Prognostic Score System. Cet IPSS, pareil, c'est un peu comme la classification OMS, il a évolué, il s'est enrichi, il a changé. En vrai, il y a 3 paramètres qui sont essentiels pour définir le pronostic d'un syndrome myélodysplasique. C'est le nombre de blasts dans la moelle, les cytopénies et la cytogénétique. C'est ces 3 éléments-là, au départ, dans l'ancienne classification, S97, qui définissent le pronostic d'un syndrome myélodysplasique. Dans l'ancienne IPSS, c'était encore beaucoup utilisé, notamment dans les essais cliniques. Il y avait 4 catégories pour le pourcentage de blasts dans la moelle, 2 catégories pour les cytopénies et 3 catégories pour la cytogénétique. À la fin, ça faisait à peu près 7 sous. Il a été révisé en 2012, cet IPSS. Et ce qui a changé, c'est le nombre de catégories. 4 catégories dans la moelle, avec notamment des catégories que vous avez vues qui descendent en dessous de 5% de blast, qui donnent une importance au fait d'avoir 2, 3 ou 4% de blast. Les cytopénies qui sont chacune en 3, 2 et 3 catégories. Et surtout la cytogénétique qui est maintenant en 5 catégories, qui fait au total 16 sous. Ouais. J'ai une question, est-ce que si on refait un myélogramme plusieurs fois, est-ce que c'est très précis entre 2 et 4? Je vais te montrer après, il y a une diapo pour ça justement. C'est une bonne question. Et ça, c'est le dernier IPSS qui n'est pas encore publié mais qui va l'être, qui est l'IPSS qui intègre les mutations dont je vous ai parlé en biologie moléculaire. Il a été présenté à l'âge de cette année, il est soumis, il va être publié. Et donc, ce score, alors il est un peu compliqué parce qu'en vrai, c'est un score, je crois qu'il y a un petit truc connecté où il faut se loguer et rentrer les critères parce qu'on est on n'est plus du tout dans le score qu'on peut faire dans son box de consulte à la main. Là, on n'est plus du tout là-dedans parce que vous voyez, ça implique tout ça. Ça implique l'âge, le sexe, le type si c'est lié à un traitement ou pas, pourcentage de blasts dans la moelle, les plaquettes, l'hémoglobine, la catégorie cytogénétique de l'IPSSR, donc il y a quand même un peu de cytogénétique, et puis il y a toutes les mutations. Voilà, et ça reclasse les patients en 6 catégories, très faibles, faibles, modérément élevés, élevés, très élevés. Est-ce que ça va être utilisé en pratique ou pas? Je ne sais pas. Même l'IPSSR, honnêtement, on ne le calcule pas en tant que clinicien dans le box de consulte à chaque fois. C'est pas aussi, voilà, mais ça sert surtout pour les essais cliniques après, pour être strict en termes de critères, de catégories. Voilà. Donc, probablement que ça sera utilisé dans les essais, mais on est quand même dans la complexification de tout ça, un peu comme le LN avec la classification des leucémies. Ça, c'est pour vous montrer la survie des patients selon cette classification qui vient d'être faite. Comme ça, on est up to date. Ce que vous voyez là sur la survie, c'est qu'un SMD, quand c'est très haut risque, la survie, elle est moins d'1 an, la survie médiane, alors qu'elle est à 10 ans sur un très faible risque. Donc, vous voyez, on parle de patients qui ont 70 ans. Donc, clairement, on n'est pas dans la même... Vous voyez à quel point ça peut être hétérogène. Un patient à 70 ans et qui on dit que vous avez un syndrome myélodysplasique, vous avez 10 ans d'espérance de vie devant vous, c'est quand même pas pareil qu'un patient qui a un SMD de très haut risque et qui a quelques mois d'espérance de vie. Et c'est pareil pour le risque de transformation en leucémie. On peut être à moins d'1 an, là, on est à 6 mois, et on peut être à plus de 10 ans. OK ? En classant. Donc, vous voyez à quel point, quand même, c'est important, même si dans le box de consulte, en fait, on ne va pas faire à ce point-là l'IPSSR et ni l'IPSS moléculaire, mais quand même, le panel est très large. Et donc, pour répondre à ta question de mais est-ce que c'est si précis? Et ça, c'est pour vous montrer aussi l'overlap avec la LAM, parce qu'en fait, on dit la LAM, c'est plus de 20% de blasts dans la moelle. Donc, imaginez bien qu'entre un patient qui a 19 ou 21%, c'est la même maladie, en fait. Donc, en fait, il y a des SMD qui sont très proches des LAM et des LAM qui sont très proches des SMD, entre guillemets, et tout ça, effectivement, c'est un continuum quand même. Et cette table, elle est assez marrante parce qu'elle montre que quand on compte 100 cellules, vous voyez le nombre de patients qui, en fonction des cytologistes, ne sont pas classés pareil. En dessous, c'est les SMD avec excès de blast, au-dessus, c'est l'AML.
D'accord? Quand ça, c'est quand on compte 100, 200, 500 cellules. Bref, quand on compte 500 cellules, on est un peu discriminant, mais quand même, comme tu dis, si tu montres à deux cytologistes différentes, déjà, ils ne vont pas compter le même nombre de cellules, parce qu'il y en a, c'est le blast, mais ce n'est pas vraiment le blast, mais est-ce que c'est un blast dysmorphique ou est-ce qu'il n'est pas dysmorphique, etc. Ce n'est pas évident. Et en plus, on n'est que sur un reflet, puisqu'on compte un certain nombre de cellules qui n'est pas représentatif de toute la moelle. Donc, ce n'est pas on-off tout ça. Et de la même manière, il y a des mutations qui sont à la fois retrouvées dans les LAM et dans les SMD. Typiquement, TET2, dans la LAM du sujet âgé ou dans le SMD, c'est retrouvé. TP53, c'est pareil, ça peut être retrouvé dans les deux, RANX1 aussi. Et puis, il y a des mutations qui sont vraiment associées au syndrome myélodysplasique, comme SF3B1, et d'autres mutations qui sont vraiment associées au LAM, comme NPM. Okay, donc, les mutations peuvent aussi nous aider parfois, si on prend tout un bout de la lorgnette pour savoir si le patient est malade ou pas. C'est-à-dire un patient qui, par exemple, a un peu de cytopénie, et le cytologiste dit, pour moi, ce n'est pas un syndrome myélodysplasique, mais qui a 5 mutations, dont un TP53, un IDH, un RUNX, un DN3A, on va se dire, bon, il est malade. Et de la même manière, à l'autre bout de la lorgnette, un patient qui a 19% de blast, avec aucune autre mutation que NPM1, on va se dire, bon, c'est une LM. Voilà. Donc, ça peut jouer aussi dans la classification des patients, même sur le diagnostic, au-delà du pronostic. Okay, la prise en charge. Donc, avant qu'on parle de la prise en charge, est-ce que vous avez des questions sur la classification? Non, c'est bon? Alors, la prise en charge, elle va dépendre, un peu comme dans toutes les maladies, hein. Elle va dépendre de la maladie, elle va dépendre du patient. Donc, dépendre de la maladie, je ne vais pas vous le refaire. On a fait la cytologie, les cytogénétiques, les cytopénies, les mutations, etc. Et puis après, il y a le patient. Parce que le patient, ce n'est pas pareil s'il a 60 ans, s'il a 90 ans, ce n'est pas pareil son état physiologique, il peut y avoir évidemment les comorbidités, et également à prendre en compte l'environnement social et le choix du patient. Parce qu'on ne peut pas traiter parfois les patients de la même manière en fonction de s'ils se retrouvent à s'occuper à la maison d'une personne handicapée et que s'ils ne sont pas là, c'est hyper problématique. Eux, ils vont dire, moi, je ne peux pas être hospitalisé. C'est pas pareil si le patient dit moi jamais je veux être à l'hôpital, jamais je veux me traiter. Enfin, voilà, je pense vraiment dans les syndromes dysplasiques, on est chez des patients âgés qui ont un vécu, qui ont une maladie grave ou moins en fonction de s'ils sont faibles ou humoristes. Ils ont clairement leur mot à dire dans ce qu'ils veulent. Il faut les écouter aussi dans le choix des traitements, je pense. Une fois qu'on a dit tout ça, le problème c'est qu'en vrai on n'a pas énormément de traitements dans les syndromes dysplasiques aujourd'hui. On commence à en avoir un peu plus, mais on n'est pas non plus devant une foison de traitements. Mais bon, il faut essayer de prendre en compte tout ça. Et on a beaucoup progressé dans la biologie du syndrome myélodysplasique. Vous allez voir que dans le traitement du syndrome myélodysplasique, on n'est pas encore tout à fait dans le choix varié. Alors, pour le traitement, on catégorise les syndromes myélodysplasiques en faible risque ou en haut risque. Vous voyez, tous ces IPSS, IPSSR, c'est intéressant, c'est important, mais en vrai, la prise en charge, elle va surtout dépendre si on met côté faible risque et côté haut risque. Bon, après, vous allez me dire, il y a tous ceux qui sont un peu au milieu, qui ont un IPSSR intermédiaire, qui ont 7% de blast, avec une cytogénétique intermédiaire. Bon, évidemment, il y a le milieu, mais globalement, il y a ceux qui sont de faible risque et ceux qui sont de haut risque. Ceux qui sont de faible risque, vous avez vu, ils ont des espérances de vie finalement assez longues. En tout cas, ils ne vont pas se transformer demain en leucémie. Par contre, ils sont fatigués, ils sont anémiques, parfois thrombopéniques ou neutropéniques. Et donc, l'objectif, ça va être ça, améliorer les cytopénies et améliorer leur qualité de vie. En consultation, c'est parfois difficile, on va leur dire, voilà, vous avez un syndrome myélodysplasique, ils vont tout de suite aller sur Internet, ils vont dire, je vais avoir une leucémie, je vais mourir de ça, etc. Et en fait, leur problème, ce n'est pas la transformation en leucémie, s'ils vont se transformer en leucémie dans 10 ans. Ce n'est pas forcément ça qui est important. Au contraire, les SMD de haut risque, il y en a qui ont des SMD avec 18% de blast, une cytogénétique ultra défavorable, et qui vont me dire, mais j'ai lu, ce n'est pas vraiment un cancer. Parce que ce n'est pas vraiment une leucémie, donc je n'ai pas vraiment un cancer. Ils ont 6 mois d'espérance de vie, ils vont se transformer en LAM super vite. Et donc, du coup, là, l'objectif, c'est clairement de limiter la progression en LAM et d'améliorer l'espérance de vie. Donc, ce n'est pas les mêmes objectifs. Et vous allez voir que, du coup, ce n'est pas du tout la même prise en charge. Alors, ça c'est les recommandations ELM de la prise en charge des syndromes myélodysplasiques de faible risque. Donc, c'est un super gros schéma avec plein de flèches, mais en fait, il y a globalement un traitement, c'est le PO. Donc, souvent, la cytopénie la plus symptomatique et celle la plus fréquente dans le syndrome myélodysplasique, c'est l'anémie.
parfois un peu la thrombopénie, parfois la neutropénie, mais celle qui domine, surtout dans les faibles risques, c'est l'anémie, puis c'est celle qui va être le plus symptomatique, assez rapidement. Donc, soit elle est asymptomatique, ça peut être aussi juste de surveiller. Il y a plein de patients qui ont des syndromes myélodysplasiques de faible risque, qu'on consulte tous les 6 mois, et qui n'en fait rien, parce qu'ils ont 11 grammes d'hémoglobine, 100 000 plaquettes et 900 neutraux, et en fait, ils ont une vie normale. Alors, parfois, ils décrivent quand même une fatigue, ils disent qu'ils se sentent fatigués quand même. Alors, après, quelle est la part de la maladie, de savoir qu'on est malade, est-ce qu'ils sont âgés, est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais il y a plein de patients qu'on surveille dans les syndromes myélodysplasiques de faible risque et qui n'en fait rien. Si l'anémie devient symptomatique, ou qui, en général, elle devient symptomatique quand elle commence à descendre en dessous de 10 grammes d'hémoglobine. Au-dessus, souvent, ils sont bien. En dessous de 10 grammes, ils commencent à le sentir, surtout s'ils sont un peu âgés, d'autant plus s'ils sont cardiaques, etc. Donc là, il y a une indication à mettre de l'EPO. Je reparlerai après des DEL5Q. Et également, je vous en parlerai plutôt dans les hauts risques, mais quand même, quand ils ont moins de 60 ans, au-delà de cette prise en charge, il faut quand même penser aussi au fait que c'est les syndromes myélodysplasiques qui peuvent évoluer en syndrome myélodysplasique de haut risque et en leucémie. Et donc, c'est pas mal chez ceux qui ont 60 ans et qui ont un profil surtout un peu intermédiaire de se poser la question de l'allogreffe de moelle osseuse. Parce qu'on va revoir plus tard, c'est quand même le seul traitement qui permet de guérir de cette maladie. Il n'y a pas autre chose qui permet de guérir dans le syndrome myélodysplasique que l'allogreffe de moelle. Bon, je vous en reparle un peu après. Des formes dont je vous ai parlé qui sont un peu frontières avec, vous savez, avec l'aplasie médulaire. Ceux-là, ils peuvent être traités par traitement immunosuppresseur. Okay. Ceux-là, on peut leur faire notamment du sérum antilymphocytaire, de la cyclosporine, des trucs comme ça. Sinon, on est dans le PO. Et après, il y a une forme qui est le syndrome myélodysplasique avec délétion 5Q, j'en en parlerai, qui répond au lénalidomide, qui est le Revlimid. Mais ça, c'est une forme vraiment à part. Donc, les érythropoïétines, il y en a plusieurs types. Hein. Il y a l'érythropoïétine alpha, bêta, zeta, il y a la darbepoïétine. Il faut savoir qu'elles n'ont pas les mêmes dosages et qu'elles n'ont pas, voilà, il faut connaître l'équivalence entre les deux. Globalement, la prescription, c'est plutôt toutes les semaines. Ce n'est pas les mêmes doses qu'en néphro, c'est des doses beaucoup plus fortes. Alors, les recommandations d'AMM dans les EPO, c'est de commencer d'abord par une faible dose et d'augmenter les doses si ça ne marche pas. En pratique, les cliniciens ont plutôt tendance à ne pas faire comme ça. Parce qu'en fait, pour évaluer l'efficacité d'une EPO, il faut 3 mois. Donc, si on commence à demi-dose, au bout de 3 mois, ça ne marche pas. On fait 3/4 de dose. Au bout de 3 mois, ça ne marche pas. En fait, c'était une pleine dose dont il avait besoin. Le patient, il a quasiment perdu 1 an. Donc, on a tous tendance un petit peu à commencer par la très forte dose, toutes les semaines, en injection sous-cutanée. Et par contre, de les surveiller pour pas qu'ils montent trop leur hémoglobine. Parce qu'ils ne se retrouvent pas à 18 grammes d'hémoglobine comme les coureurs cyclistes. Donc, on prescrit en général le PO à dose assez max. On surveille l'anémie toutes les semaines au début et on leur dit de ne pas faire d'injection si jamais l'hémoglobine dépasse 12 grammes. Pour un objectif en fait, d'hémoglobine entre 10 et 12 grammes. C'est pour ça que ça ne sert à rien de commencer le PO chez quelqu'un qui a 11 grammes parce que ça va être trop compliqué, il va vite se retrouver trop élevé. Alors, le problème, je vous l'ai mis, je crois, dans la diapo d'avant, c'est que tous les patients ne répondent pas à l'EPO. On va dire c'est 70% des patients, on va dire, qui répondent à l'EPO de façon très large en faisant le méta-analyse des essais. Peut-être un peu plus, mais donc il y en a quand même qui ne répondent pas. Et la deuxième chose, c'est que quand ils répondent, la médiane de durée de réponse, c'est 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, vous avez vu, c'est des patients qui ont une grande espérance de vie. Ils peuvent avoir plusieurs années d'espérance de vie. Au final, à la fin, ils ne répondent plus. Il y a ceux qui perdent leur réponse avant. Donc, une fois qu'on n'a plus de PO, aujourd'hui, là, maintenant, on n'a rien d'autre. Mais ce médicament qui s'appelle le luspatercept dont je vais vous parler, c'est un médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché, qui, ça y est, qu'il l'a obtenu. Et en fait, la firme n'arrête pas de nous dire que ça va arriver, on ne sait pas quand, il y a une sorte de négociation de prix probablement de remboursement. Mais ça y est, il est validé, il a l'AMM. Donc ce médicament, c'est un agent qui agit sur la voie TGF-bêta. Et en fait, ça joue sur la phase tardive de l'érythropoïèse. Le PO, je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma de l'érythropoïèse, c'est au début, là, quand il y a les érythroblastes qui progressent en érythrocytes, etc., pour l'initiation de l'érythropoïèse. C'est là-dessus que le PO agit. Et bien, la voie du TGF-bêta, elle agit plutôt à la phase tardive de l'érythropoïèse. C'est un mécanisme d'action qui est un peu différent de l'EPO. Et l'essai clinique qui avait ça comme design, hein, qui était un essai qui prenait les patients de faible risque
qui étaient soit en échec de PO, soit intolérants, ça n'existe pas pour moi intolérant, il n'y a pas d'effet secondaire à l'EPO, soit qui n'avaient pas reçu de PO, mais qui avaient un dosage intrinsèque de PO élevé et donc qui était prédictif de ne pas répondre à l'EPO. Et ben, on les randomisait entre luspatercept et le placebo. Et vous voyez, donc c'est paru il n'y a pas si longtemps, dans le New England, que de façon jusqu'à plusieurs semaines après, sur une réponse qui est maintenue, en bleu, c'est les patients, le pourcentage de patients en indépendance transfusionnelle, qui ne sont plus transfusés en rouge, comparé à l'EPO en rouge, comparé à placebo en rouge, on voit que significativement, ça marche. Il y a quelques placebos qui ont répondu, ce qui est assez étonnant, mais c'est la vie des SMD. Parfois, comme ça, ils ont une indépendance transfusionnelle. C'est pas trop. En tout cas, c'est une étude qui a permis l'enregistrement de cette molécule et qui va être disponible. J'ai pas compris, mais c'est des patients qui ne répondaient pas à l'EPO, c'est ça aussi? Oui, c'est des patients qui étaient en perte de réponse. D'accord. Ou qui avaient des critères qui laissaient penser qu'ils n'allaient pas répondre à l'EPO, c'est-à-dire un dosage de PO endogène élevé, malgré la multiplastie. Ça marche. Moi, j'ai une question sur le fait que le PO s'arrête de fonctionner à un moment chez les patients pour les syndromes myélodysplasie. C'est pareil du coup pour les patients néphro ou c'est parce qu'il y a un problème d'hématopoïèse de base que ça ne marche pas? Je ne sais pas quelle est la durée de réponse à l'EPO chez les patients néphro, mais je crois qu'il n'y a pas de perte de réponse chez les patients néphrologiques où là, tu remplaces un truc qui est plus sécrété par le rein. Donc, ce n'est pas tout à fait effectivement le même mécanisme. Est-ce qu'il y a une dépendance qui s'installe dans les SMD ou est-ce que... Je ne sais pas très bien pourquoi ils perdent la réponse, mais probablement que tu satures un peu le truc et qu'au bout d'un moment, tu es un peu au mal. Enfin, en gros, dans la myélodysplasie, c'est comme si tu avais une machine qui ne fonctionnait pas très bien et que la petite partie qui fonctionne encore, tu la boostes à mort, quoi. Alors, dans l'autre cas, c'est juste ça fonctionne bien, mais tu as stoppé quelque part et puis tu remets en marche ce qui a été stoppé. Ouais. Et j'avais compris en stage que le luspatercept, il était spécialement indiqué dans les SMD avec sidéroblaste en couronne. Est-ce que c'est parce que ça cible spécialement ça ou c'est parce qu'en fait, on n'a pas d'autres thérapeutiques pour ces... Alors, les deux. Sur la physiopathologie, il y a un effet spécifique dans le métabolisme du fer sur le ciblage des patients qui ont des mutations, notamment SF3B1 ou sidéroblaste en couronne. C'est la biologie dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais en fait, on sait que ça marche quand même chez les non-sidéroblastiques. Mais effectivement, l'étude, elle avait été faite dans les sidéroblastiques. Et donc, du coup, probablement que effectivement, l'autorisation va être surtout chez les sidéroblastiques. Mais en fait, une fois que tu l'as, une fois que ça a l'AMM, on sait tous que on prescrit un petit peu. Enfin, pas les mêmes, quoi. Je pense que l'AMM est précisé que c'est pour les sidéroblastiques. Mais en fait, probablement qu'il pourrait y avoir tous accès. On sait que les patients. Alors après, il y a un essai qu'on va ouvrir pour les patients justement non sidéroblastiques qui s'appelle l'essai Combola, qui va bientôt démarrer, où on va inclure les patients qui sont en échec de PO pour qu'ils reçoivent EPO plus luspatercept en échec de PO. Pour voir si ça apporte quelque chose par rapport à continuer le PO seul. Donc, les SMD de haut risque, sauf si vous avez d'autres questions sur les SMD de faible risque, il n'y a pas l'air d'avoir de questions dans le chat. Non, c'est bon? On part sur les hauts risques. Je vais essayer de finir pas trop tard quand même. Alors, les SMD de haut risque, là, clairement, très vite, si on est déchu et jeune, il faut se poser la question d'une allogreffe. Comme on l'a dit, c'est le seul traitement qui est curatif. Sauf que, en fait, le nombre de patients qui vont être greffés, je vous en parlais après, c'est quand même assez limité, malheureusement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a l'âge, qui fait qu'au-dessus d'un certain âge, on ne greffe pas. En général, au-dessus de 70 ans, c'est rare qu'on propose des greffes. Et également parce que ce sont des patients, comme ils sont âgés, ben souvent ils sont assez comorbides aussi, et donc il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'ils ne sont pas greffés. Puis à la fin, il faut quand même un donneur. Parce que c'est des patients, alors ils peuvent être greffés en aplo, mais c'est des greffes déjà un peu plus alternatives, avec des enfants qui sont à moitié compatibles. Mais à cet âge-là, les frères et sœurs, ben, parfois, eux aussi, ils n'ont plus l'âge d'être donneurs. Et puis eux aussi peuvent avoir d'autres maladies. Ce n'est pas comme les gens qui ont 40 ans ou 20 ans, où a priori leurs frères et sœurs à peu près du même âge, facilement accessibles. Donc voilà. Donc c'est le traitement qui permet de guérir, mais ce n'est pas la majorité. Après, il y a la grosse question de savoir en fonction du taux de glace dans la moelle, est-ce qu'on fait un traitement avant la greffe ou pas. Et ça, je pense que c'est un débat de spécialistes et vraiment, ce n'est pas l'idée aujourd'hui de débattre de ça, mais évidemment, vous voyez bien que ça va être la question. Donc ceux qui ont
plus de 65-70 ans. Souvent, on leur propose un hypométhylant, qui est l'azacétylène. Vous avez vu la logique biologique au départ, on a dit qu'il y avait une hyperméthylation de l'ADN chez les patients qui avaient des syndromes myélodysplasiques ou des leucémies. Donc, l'idée des déméthylants, c'est de venir déméthyler cet ADN, puis y avoir une réexpression des gènes suppresseurs de tumeurs, et du coup, une action anti-oncogénique comme ça. En vrai, ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais c'est comme ça que c'était construit. Donc, l'azacétylène, c'est un peu le pilier de la prise en charge du syndrome myélodysplasique de haut risque, et c'est aujourd'hui le seul médicament qu'a l'AMM dans les SMD de haut risque. Il peut y avoir des patients qui ont, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont très blastiques et qui ont des caractéristiques de leucémie, à qui on peut proposer de la chimiothérapie intensive, comme dans la leucémie aiguë myéloblastique. Donc ça, c'est chez ceux qui ont vraiment pas mal de blasts dans la moelle et qui ont possiblement une réponse à la chimio. Typiquement, on l'a dit, un SMD qui a une mutation NPM1, déjà, ça fait beaucoup LAM, et si en plus il a un chénotype normal, il a beaucoup de chances de réponse à la chimio, et donc on peut lui proposer un traitement par chimiothérapie comme la LAM. Et ce n'est pas la majorité. Les autres qui ont peu de chances de répondre à la chimio et qui ont des excès de blast, on va leur proposer l'hypométhyl. Et puis après, là, il y a la greffe. Donc la greffe, vous avez vu, c'est moins de 10% des patients, et je vais vous parler un petit peu après du Vidaza. Donc ça, c'est le papier Princeps en 2009, publié par Pierre Fenot, qui avait montré l'avantage en survie. Parce qu'avant, les patients de SMD de risque, ils étaient traités en soins palliatifs uniquement. C'est quand même assez récent, mais c'est quand même facile. On voit que la survie globale, si on a 50% de ces patients, donc juste avec des soins de support, on est entre 10 et 15, un peu moins d'un an. Et avec le Vidaza, on gagne un an chez ces patients-là. Le problème, c'est que le taux de réponse, il est quand même modéré. C'est un traitement qui est bien parce qu'il n'y avait rien avant, mais ce n'est pas non plus fou, quoi. On voit que c'est des patients qui ont un taux de réponse, en termes de réponse complète, vous voyez, on n'est pas beaucoup, quoi. Même en temps de réponse globale, on est entre 30, et si on prend toutes les réponses, on est 30 à 50%, mais c'est pas, voilà, il y a plein de patients qui ne répondent pas. Et puis surtout, le temps médian de transformation en LAM, certes, il était de 17 mois dans le bras ASA, mais il était de 11 mois dans le bras traitement conventionnel, donc c'est pas non plus pareil, c'est une avancée, mais on trouve qu'on pourrait faire mieux pour ces patients. Et surtout, quand on est en échec d'hypométhylant, après avoir répondu, quand on a perdu la réponse, d'un an, peut-être 2 ans, l'espérance de vie est de quelques mois. Un patient en échec de Vidaza, c'est vraiment, ça va assez vite. Donc, tout ça fait que, ah oui, et l'autre point important, c'est qu'il faut continuer les cycles pour avoir des réponses. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui se mettent à répondre au Vidaza seulement au 4e ou au 5e cycle. Donc, c'est un traitement vraiment sur le long terme. D'ailleurs, vous imaginez, pour le mécanisme d'action, on est dans de la déméthylation pour que ça puisse réexprimer des gènes qui luttent contre la maladie. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur un temps long. On n'est pas du tout comme la chimio intensive où on fait un traitement et on a la réponse. Ça met une médiane, vous voyez, 50%, il faut au moins 2 cycles. Et on monte le taux de réponse à 6 cycles. Pour avoir toutes les réponses, il faut parfois attendre 6 cycles. OK ? Donc, on considère qu'il faut au moins 6 mois de traitement pour dire que ça ne marche pas. Le Vidaza. Le Vidaza, vous savez comment ça se donne ? Je ne sais pas si vous n'êtes pas patient en SMD, vous ne savez peut-être pas, c'est des traitements sous-cutanés. Donc, c'est 7 jours par mois en sous-cutané, et donc, du coup, les patients sont ambulatoires. Et notamment, les 7 jours, ils peuvent les faire toute une partie en hospitalisation à domicile. L'impact de l'âge, ça, c'était assez intéressant. C'était une étude qui montrait que finalement, même si on a 90 ans, on répond aussi bien. C'est assez rare dans les traitements en général. L'âge est plutôt mauvais pronostic. Dans les SMD, finalement, l'âge... C'était pas, par exemple, on a comparé ceux de 85 ans et moins de 85 ans, finalement, ça ne jouait pas trop. Et c'est aussi les patients insuffisants rénaux qui peuvent recevoir du Vidaza. En gros, il n'y a pas grand-chose qui fait qu'un patient puisse pas recevoir du Vidaza. Quand même, la plupart, même à 90 ans, peuvent être éligibles à l'ASA. Alors, c'est quand même toxique, voilà, mais c'est quand même un traitement qui est très bien toléré globalement. Voilà, sauf qu'à terme, quand même... il n'y en a pas qui survivent. On pourrait dire qu'il y a quelques patients qui restent 20 ans sous le Vidaza, mais en dehors de notre monsieur F, qu'on fait à l'hôpital de jour, il n'y en a pas beaucoup.
Alors, la transplantation. Il y a un avantage à transplanter les patients par rapport à ceux qui ont donneur, par rapport à ceux qui n'ont pas de donneur dans les SMD2 au risque. Mais il faut faire attention, quand on prend les comorbidités, on voit que la mort liée à la greffe, donc ça c'est les incidences cumulatives de mortalité liées pas à la rechute. Donc ça veut dire que c'est lié à la greffe, sauf s'il meurt de suicide. Voilà, globalement, ça s'appelle la non-relapse mortality, c'est lié à la greffe. Et on voit que quand ils sont comorbides, on a quand même un nombre à 1 an, on a plus de 40% qui sont décédés de la greffe. Alors qu'on a vu qu'en supportive care, ils peuvent tenir 10 mois. Donc, bon, attention à la greffe chez les patients qui sont très comorbides, évidemment. Et il y a un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps par l'équipe Saint-Louis qui montre qui a pris le dénominateur de tous les patients qui avaient plus de 60 ans, qui avaient un SMD ou une LM. C'est un peu mélangé. Et en fait, le pourcentage de patients greffés, vous voyez, c'est quand même vraiment fabuleux. C'était juste pour vous illustrer la vraie vie au final, une fois qu'on a dit qu'il faut greffer les patients âgés. Donc finalement, une fois qu'on a dit ça, il y a des stratégies actuelles de développement de médicaments pour essayer d'améliorer la réponse. Là, je vous parle des SMD de haut risque, puisqu'on a vu pour le faible risque, c'est juste luspatercept qui va venir un petit peu apporter l'espoir de complément de traitement. Mais dans les hauts risques, il y a des drogues qui vont venir essayer de s'associer en fait au Vidaza pour essayer d'augmenter le taux de réponse et surtout d'augmenter le taux de survie. Donc en gros, il y a 3-4. Je ne vais pas vous parler de tous les essais, vous faire un gros listing de tout parce que c'est insupportable, mais surtout que je pense que vous, déjà, que vous ayez des idées claires sur les traitements en général des syndromes dysplasiques, c'est pas mal. Mais quand même, on peut les classer en 3 catégories. Il y a ceux qui vont qui vont agir sur des voies de signalisation. Je pense en particulier, à BCL2. Mais il y a aussi la voie des télomérases, ça peut être la voie des PI3 kinases, des tyrosine kinases. Il y a ceux qui vont cibler un événement oncogénique, une mutation, je pense aux IDH ATP53. Et puis il y a ceux qui vont cibler les mécanismes immunologiques de régulation, avec par exemple les inhibiteurs de PDL1. Donc, encore une fois, je n'ai pas tout vous montré, j'ai juste montré globalement un exemple de chaque. Cet essai il est important parce que c'est l'essai qui enregistre le traitement par Vidaza plus venetoclax dans les leucémies aiguës myéloblastiques des patients non éligibles à la chimie intensive. Ok ? Ce n'est pas dans les SMD encore, c'est montré dans les LAM. Mais vous voyez qu'on a parlé d'un continuum, la LAM du sujet âgé non éligible à la chimie intensive et le SMD, quand on est dans le SMD de risque, on n'est quand même pas loin. Donc, on n'est pas loin de penser que cette molécule va un jour survenir aussi dans l'association Vidaza dans les syndromes myélodysplasiques. Aujourd'hui, ça n'a pas l'AMM. Hein. Parce que comme le venetoclax est accessible en ville de façon libre, aujourd'hui, les gens qui diagnostiquent des syndromes myélodysplasiques de haut risque ont tous envie de mettre les patients tout de suite sous Vidaza venetoclax. Aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Et surtout, aujourd'hui, ce n'est pas montré que c'est mieux que Vidaza seul. Dans les SMD, hein, pas dans la LAM. Ça va peut-être être le cas, mais c'est des médicaments qui sont quand même toxiques, donc il faut faire attention. Il y a probablement une façon de les utiliser qui n'est peut-être pas la même que dans les LAM. Je suis obligée de vous parler du venetoclax parce que clairement, c'est une molécule qui maintenant a fait... Donc là, c'est de la comparaison de l'azacitidine plus placebo versus azacitidine plus venetoclax avec un vrai avantage en survie. On est dans les LAM, on n'est pas dans les SMD. Les autres molécules qui sont assez prometteuses et qui sont vraiment en cours d'arrivée dans ces pathologies, c'est les inhibiteurs d'IDH. Vous aviez vu que les mutations d'IDH1 et d'IDH2, c'est des mutations qui sont impliquées dans, vous vous souvenez de la classe ou pas? Traduction. L'épissage, comme TET2 et DNMT3A. Mais surtout, c'est des mutations qui codent pour des enzymes et qui sont des mutations activatrices qui vont faire que quand elles sont mutées, il va y avoir une accumulation d'un oncométabolite qui est le 2HG, qui est toxique pour les cellules et qui notamment bloque la différenciation. Et donc les inhibiteurs d'IDH1 ou d'IDH2, quand on est muté IDH1 ou IDH2, ils vont venir différencier les cellules, un peu comme l'ATRA dans la LAP. OK ?
Donc, pourquoi ils sont prometteurs, ces molécules? Ça, c'est dans la LAM, c'est pareil, c'est un peu comme je vous ai parlé du vénétoclax. C'est une étude qui a été publiée à l'âge là et qui va être publiée là et qui fait que, je pense très très prochainement, enfin c'est quasi sûr, ils vont avoir l'autorisation de mettre sur les marchés de l'ivosidenib, qui est un inhibiteur d'IDH1 dans les LAM, IDH1 muté. Donc, du coup, on l'aura aussi pour les SMD. Mais ça marche vraiment très bien. En fait, cette étude, c'était comparé azacitidine versus azacitidine plus ivosidenib dans les LAM qui étaient IDH1 mutés. En fait, ils ont dû arrêter l'étude tellement c'était pas éthique de ne pas le donner, tellement ça marchait bien dans Availo. Là, c'était montré à l'âge cette année, mais ça va être publié bientôt et c'est pareil, ça va arriver comme molécule. Et nous, dans les syndromes myélodysplasiques, on a 2 études en cours, mais dont je vous montre déjà un petit peu les résultats, avec un inhibiteur d'IDH1 muté, l'ivosidenib, c'est le même que l'étude d'Agile avant, et un inhibiteur d'IDH2 qui est l'emasidenib. Et pour vous montrer, ça, c'est des syndromes myélodysplasiques, dont certains, ceux-là, qui sont en première ligne de traitement. Et vous voyez, la réponse globale, elle est de 56% en monothérapie. Les inhibiteurs d'IDH, c'est des comprimés. Donc là, c'est des patients en monothérapie avec un comprimé en SMD de haut risque qui ont 56% de réponse. Pour nous, c'est assez fou, quoi. Donc, c'est quand même très prometteur. Et encore plus avec l'ivosidenib, ça, c'est le taux de réponse en première ligne. Il y a 90% des patients qui répondent avec un comprimé, en fait, d'ivosidenib quand ils sont mutés avec des H1 qui sont un syndrome myélodysplasique de haut risque. Donc, pour nous, c'est des molécules qui sont vraiment très prometteuses. Alors, ce n'est pas terminé, cette étude, elle est en cours. C'était une étude sur 26 patients, hein, très faible. Mais voilà, on a vraiment des signaux en faveur. On a bon espoir que ces molécules arrivent. Le TP53, qui fait la misère des myélodysplasies, des leucémies, qui est une mutation de très mauvais pronostic. Il y a ces essais, un essai américain et un essai français, qui proposaient un reconformateur de TP53. Quand on a des mutations IDH ou FLT3, c'est facile, c'est des mutations activatrices qui activent un signal. Donc, il suffit de trouver un truc qui bloque et on empêche ce signal. Quand on est dans la mutation inactivatrice, c'est vachement plus dur. Il faut reconformer, il faut que la protéine redevienne fonctionnelle, puisqu'on est dans un défaut de quelque chose, pas dans un truc en trop. Donc, c'est beaucoup plus difficile à cibler. Et TP53, il y avait cet essai par une molécule qui s'appelle toujours la PR246. Non, on est mis la preuve, je n'arrive jamais à dire. Et on y croyait pas mal parce que les phases 2 avaient donné vraiment des signaux en faveur. Mais la phase 3, qui a comparé la PR246 plus l'ASA à l'ASA, n'a pas atteint son objectif primaire, qui était le taux de rémission, n'a pas montré une différence suffisamment signifiante. Ah voilà, les prénétapopt. Pas idée de faire un médicament comme ça, mais c'est son nom. Voilà, donc je ne sais pas si elle va continuer ou pas cette molécule, mais c'est pour dire que parfois on y croit beaucoup, et puis finalement ça ne marche pas en phase 3. Et ça, c'est le sabatolimab. C'est un inhibiteur de TIM3, c'était pour parler un peu d'immunomodulation. Et que ça aussi, il y a probablement des effets. On savait que ça donnait des effets sur les cellules leucémiques et pas sur les cellules hématopoïétiques normales. Et donc, du coup, c'est un essai qui est proposé du sabatolimab en plus des hypométhylins et qui donnait aussi un taux de réponse qui était assez intéressant. Ça, c'est pareil, c'était présenté à l'âge cette année, c'est tout récent, hein, c'est pour dire que voilà, c'est pour vous parler un peu d'immuno aussi. Voilà, c'est tout pour les traitements. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les traitements, parce qu'après, en fait, je terminais juste avec des petites vignettes cliniques sur les syndromes, sur 2-3 syndromes, un peu pour faire un petit rappel sur les entités à part. Plutôt, vous avez dit que quand on était sur des SMD de bas risque, enfin, le seul traitement qu'on a, c'était la greffe, et qu'il fallait parfois y penser même chez des patients qui étaient bas risque. Alors, normalement, les patients de bas risque n'ont pas d'indication à être allogreffés tant qu'ils sont bas risque. Oui. Je dis juste qu'un patient jeune qui a un syndrome myélodysplasique, tu vois, les espérances de vie, même des bas risques, c'est pas pareil. Un SMD de 50 ans, même s'il est de faible risque, je ne dis pas qu'il faut le greffer. Je dis qu'il faut quand même se poser la question de savoir est-ce qu'il a un donneur. Tu vois, parce qu'il y a quand même les chances sur l'évolution. Sauf, je vais vous en parler après, par exemple, un SF3B1, un hémicidéroblastique, globalement, ils évoluent très peu. Les syndromes 5Q qui évoluent aussi peu, il y a certaines formes, mais les autres SMD de faible risque, ils ont quand même un risque, même si c'est dans 5 à 10 ans, d'évoluer vers des formes de haut risque.
Et du coup, c'est quand même important de savoir assez tôt s'ils ont des donneurs, parce que si le donneur est un donneur parfaitement compatible, un donneur géno-identique, et que le patient n'a aucune comorbidité, la progression, elle n'est pas forcément linéaire. Tu peux être pendant des années super stable et puis d'un coup décrocher un peu. Et donc, il ne faut pas louper le moment où, c'est pour ça qu'on les surveille, le moment où il peut commencer à aller moins bien, soit il commence à avoir un petit excès de glace dans la moelle, soit il commence à avoir quelques cytopénies, plein de mutations qui s'accumulent. Il vaut mieux le greffer avant qu'il progresse, parce que quand il progresse, après, il faut pouvoir, comme vous savez, pour greffer les patients quand ils sont une leucémie ou un syndrome hémophysique avec excès de blast, il faut d'abord réduire le blastose, il faut d'abord qu'ils soient en réponse. Et c'est des patients qui ne sont pas très faciles à mettre en réponse. Quand même. Vous avez vu le taux de réponse aux hypométhylants, c'est quand même pas foufou. Voilà. Donc, je pense que quand on a vraiment un SMD du sujet jeune, il ne faut pas garder derrière la tête un petit peu ce sujet-là. Et on peut prélever en prévision et on se dit on congèle la greffe. Le greffon? Oui. Alors oui, c'est possible. Avant, on disait que non. Finalement, maintenant, il faudra poser la question au greffeur. Hein. Parce que moi, je ne suis pas médecin de greffe, donc tu vas répondre mieux que moi. Mais oui, c'est possible de congeler les greffons. Le problème, c'est qu'on peut perdre un peu de cellules à la décongélation. Mais l'avantage, c'est que ça te donne la liberté de ça. Ça a été fait beaucoup en période Covid, quand on a dû décaler des greffes à cause du Covid. Ça avait été fait aussi, je crois, quand il y avait eu le World Trade Center et tout ça, et qu'il y avait tous les greffons qui étaient bloqués partout, des greffons internationaux et tout. Ça pose aussi le problème éthique, parce que donner sa moelle, ce n'est pas complètement anodin. Donc, c'est compliqué quand tu as un donneur, notamment un donneur volontaire de moelle, qui te dit on va prélever la moelle et on va la congeler, mais peut-être elle ne sera pas utilisée. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est fait fréquemment. C'est à la fratrie, parce que c'est vrai que si on a un frère qui est un peu plus âgé que nous, on se dit si après lui, il ne pourra plus me donner, c'est frustrant. Quoi. Alors, en tout cas, ça ne se fait pas, ça se fait pas comme ça, dans le sens où tu le dis, c'est-à-dire on se dit j'ai un SMD de faible risque, c'est ça que tu veux dire, j'ai un SMD de faible risque, mon frère est compatible, aujourd'hui, je n'ai pas d'indication de greffe, j'en aurai peut-être dans 5 ans, on prend le frère qui n'a pas encore 70 ans, on le congèle comme ça, on est sûr d'avoir le greffon sous la main. Aujourd'hui, éthiquement, on n'a pas le droit de faire ça, je ne crois pas. Donc, ce n'est pas fait comme ça. On commence à se poser la question du donneur une fois que l'indication de greffe est posée. Pas dans l'idée où peut-être un jour, il y aura une indication de greffe. Parce qu'après, c'est compliqué si finalement, le patient il a un accident de voiture et qu'il n'est jamais greffé, ou que finalement, il n'évolue jamais. On considère que ce n'est pas éthique d'avoir prélevé une moelle dans ces cas-là. Nous, ce qu'on fait à Mondor, c'est qu'on avance tous les trucs, c'est-à-dire qu'on les type d'office. Si on a fratrie, on type tout le monde, on regarde qui est compatible, mais par contre, en effet, on ne va pas du tout programmer de prélèvement. Même si on fait du congelé, c'est pour éviter en fait, qu'il y ait si jamais il y a une infection Covid, quelque chose comme ça, pour éviter de se retrouver avec un patient aplasie qu'on ne peut plus greffer. Mais sinon, oui, en tout cas, en fait, tu vas faire. L'idée, c'est de te mettre en ordre de marche pour savoir s'il y a un donneur intrafamilial pour pouvoir aller plus vite. S'il n'y en a pas, pour pouvoir chercher un donneur de fichier. Et s'il n'y en a pas, pour pouvoir typer les enfants, être sûr qu'ils ne sont pas exclus du don, etc. Donc, c'est pour faire la démarche qui prend plusieurs mois pour le jour où il y a une évolution, pouvoir être prêt. Voilà. Et donc, je termine avec 3 petites vignettes cliniques pour faire des petits rappels d'entités un peu différentes. L'anémie sidéroblastique, donc on en a parlé déjà un peu du coup. Donc, c'est l'ancienne anémie sidéroblastique, maintenant ça s'appelle NDS-RS. C'est après coloration de Pearls. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut demander. La coloration de Pearls, elle n'est pas forcément faite. Hein. Vous mettez 1000 mg sur un patient qui a de l'anémie isolée, patient on va dire, un patient de 70 ans qui a une anémie isolée, vous pensez qu'il a un SMD, faible risque a priori, puisqu'il est juste anémique. Et ben, si vous ne demandez pas de Pearls, ça ne sera pas fait. Donc, on peut vous répondre déjà que c'est pas un SMD ou que c'est un SMD, mais sans avoir vu que c'était une anémie sidéroblastique. Donc, en fait, les sidéroblastes, c'est des érythroblastes. Voilà, l'image n'est pas top, elle était mieux sur l'autre. Mais avec au moins 5 grains sidéroblastiques représentant au moins un tiers de la circonférence du noyau érythroblastique. Et en fait, c'est de la ferritine mitochondriale. Et on sait que c'est associé effectivement aux mutations SF3B1, comme je vous avais dit. Et il y a une biologie pour expliquer pourquoi la mutation SF3B1 donne une anomalie du fer et des sidéroblastiques, dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Pourquoi, en fait, les anémies sidéroblastiques, elles sont prises en charge comme les autres au final, c'est-à-dire qu'elles ont une indication à l'EPO, etc. Mais on sait quand même qu'il y a une vraie différence dans les faibles risques entre ceux qui sont SF3B1 mutés ou pas,
en gros ceux qui sont sidéroblastiques ou pas, globalement, on dit entre nous que l'espérance de vie des patients qui ont une anémie sidéroblastique, elle est quasiment équivalente à celui de la population générale. Elle n'est pas très différente. C'est les patients qui ne transforment quasiment jamais. Youssouf, qui est à notre hôpital de jour, il ne voit que ça. Les patients qui viennent se faire transfuser pour des ARSI et qui sont là tout le temps depuis des années. Ils sont là pendant des années, ils sont en échec de PO. Et voilà, alors, ils n'ont pas une qualité de vie qui est la même que les autres, mais finalement, ils ont plus de chances de mourir d'autre chose à force de vieillir que de mourir de ça. OK. La LMMC, je ne vous en parle pas parce que je crois que vous avez une session dédiée au syndrome frontière SMD, SMP avec Raphaël, ou une biblio avec Raphaël Tixon. Je crois que c'est ce que m'a dit Flore. Donc, je vous en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Juste parce qu'avant, c'était dans les SMD. En fait, c'est une frontière entre les syndromes myélodysplasiques et les syndromes myéloprolifératifs. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois une prolifération de monocytes, de la dysplasie dans la moelle. Il peut y avoir un excès de blast, ça peut aller jusqu'à 20%, un peu comme les SMD quand ils se mettent à avoir des excès de blast. Et c'est souvent associé à une splénomégalie. Donc là, c'est pareil, on est dans un syndrome frontière. Ce qu'il faut faire attention avec la LMMC, c'est différencier une monocytose réactionnelle d'une monocytose clonale. Quand on a juste une hypermonocytose. Donc pour ça, il y a deux façons de faire. Vous pouvez faire un phénotype spécialisé pour rechercher la LMMC, parce qu'il y a des marqueurs à la surface de ces monocytes qui sont différents des monocytes de l'inflammation. Donc, il y a 2-3 endroits en région parisienne et ailleurs, d'ailleurs, où c'est fait, mais en tout cas, en région parisienne, il y a Mont d'Or avec Oriane Wagner-Ballon, il y a l'IGR, l'équipe Direct Solari à l'IGR qui fait ça, et à Saint-Louis aussi, le font. Donc, de faire un immunophénotypage des monocytes pour voir si c'est de la monocytose réactionnelle ou si c'est de la monocytose clonale. Premier élément. C'est un syndrome où il faut faire attention de ne pas se faire avoir avec une leucémie myélique chronique, pour BCR-ABL négatif, parce qu'on splénomégalie, hyperleucocytose, il y a de la monocytose, mais parfois il y a un peu d'hyperpolynucléose neutrophile également. Donc faites attention, pas passer avec quand même pas le même traitement, et pas le même pronostic, et passer à côté d'une LMC. Et par contre, du coup, n'hésitez pas chez ces patients à faire des moelles, surtout s'ils ont des cytopénies associées, parce que là, on voit la dysplasie, et puis il peut y avoir des excès de blast, et ça peut progresser en LAM. Et ce sont des patients, une fois qu'ils progressent en LAM, on ne sait pas très bien les traiter. Ils peuvent être traités par hydroxyurée, par hydréa, pour diminuer la prolifération, tout simplement. Chez ces patients âgés ou quoi, ils peuvent être aussi traités par hypométhylin. Les études récentes ont montré que finalement, l'hydréa ne faisait pas beaucoup moins bien que les hypométhylants chez ces patients. Donc, s'ils ont vraiment juste la monocytose ou l'hyperpolynucléose neutrophile ou quoi, finalement, sous hydréa, ils sont bien. Et chez des patients qui aussi, s'ils commencent à évoluer, peuvent être allogreffés. Donc ça, c'est pour la LMMC. Et puis, une toute petite focus, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé sur les patients qui ont le syndrome 5Q. Donc, c'est pareil, c'est un phénotype particulier. Souvent, c'est des femmes, autour de 60 ans ou plus. La cytologie est particulière. C'est une anémie régénérative macrocytaire, mais qui a des mégakaryocytes un peu comme ça, énormes, avec souvent un seul lobe d'un noyau. Il y a souvent une hyperplaquétose. Ça peut aller comme les TE, comme les thrombocytines essentielles, ça peut aller jusqu'à 1 million de plaquettes. Et souvent, les cytopénies sont très modérées. Le problème, c'est souvent l'anémie. Mais même, en fait, parfois, ils n'ont pas du tout d'anémie. Parfois, ils ont juste des plaquettes élevées. L'anomalie qui est toujours retrouvée, c'est la délétion du bras long du chromosome 5. Et il y a une zone communément délétée. En fait, on a pris tous les patients qui avaient un 5Q-, on s'est dit, c'est pas possible, il y a un truc, on a regardé, on les a tous collés pour voir, il y a une zone qui sortait, qu'on appelle la zone minimale délétée. Et dans cette zone minimale délétée, on a trouvé ce gène RPS14, qui est probablement celui qui manque à chaque fois et qui explique le phénotype, qui est impliqué dans la voie TP53 et qui explique aussi pourquoi ce médicament, le lénaludomide de Revlimid, marche spécialement dans cette... Donc, c'est pareil, je ne vous ai pas fait toute l'explication physiopathe pourquoi, parce que c'est quasiment un cours dédié. Mais l'idée, c'est que ce traitement est vraiment le traitement chez ces patients-là. Et notamment, le risque de transformation est assez faible chez ces patients. Voilà, donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu au moins que c'est hétérogène. Le SMD, ce n'est pas juste une maladie, c'est plein de maladies en fait. La plupart du temps, on ne sait pas d'où ça vient. Je ne vous ai pas du tout parlé des prédispositions génétiques parce que c'est pareil, je ne peux pas parler de tout. Je pense qu'il ne faut pas trop vous mettre trop de trucs à la fois dans la tête, mais il faut savoir que ça existe. Il y a aussi toute une partie d'association avec des manifestations auto-immunes. Je ne vous ai pas parlé du BA1, du VEXAS,
des polyarthrites, des polychondrites, des anomalies auto-immunes sur certaines formes de SMD qui sont associées. C'est tout un chapitre aussi. Je crois que vous aurez probablement soit un cours dédié, soit une biblio dédiée ou un truc comme ça. Le traitement, vous avez vu, moi je pense que c'est important quand même de prendre en compte le patient, notamment pour le choix de la greffe, pas greffe, pour le choix de traitement par hypométhylant ou pas. Et j'espère pour le choix après de tous les traitements qu'on va avoir pour les myélodysplasies, même si on ne les a pas encore maintenant. Et que voilà, ça va probablement bouger quand même dans les années qui viennent, notamment pour les SMD de haut risque, mais aussi pour les SMD de faible risque, comme on a vu. Donc voilà. Et du coup, je vais m'arrêter là. J'ai essayé d'aller un peu plus vite que prévu parce que non. Juste une petite question, est-ce que les manifestations auto-immunes, elles évoluent en parallèle de l'évolution de SMD ou... Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'en tout cas, il y a les manifestations immunitaires, elles sont souvent associées au syndrome myélodysplasique plutôt de faible risque. Par contre, quand on traite le syndrome myélodysplasique, souvent, ça traite aussi les manifestations auto-immunes. Donc, voilà, oui et non. Merci. Voilà. Et est-ce que quand on découvre, par exemple, certaines maladies auto-immunes qui peuvent être associées à SMD, du coup, il faut penser à le rechercher derrière, enfin, de polychondrie 4. Oui, effectivement, quand tu as des cytopénies associées à des manifestations immunitaires, je pense qu'il faut penser à la SMD. Surtout, effectivement, les polychondries atrophiantes, les polyarthrites, les polychondrites, les pseudopolyarthrites trisomiques aussi, enfin, ces maladies-là un petit peu articulaires. Il y a certaines anomalies de la peau, certaines artérites aussi qui sont associées. Les internistes connaissent ça bien.